Je trouve que souvent, quand on est entrepreneur et quand on est dirigeant, on est beaucoup dans la réaction plus que dans l'anticipation. Ben, c'est là que c'est un problème, honnêtement. Tu sais, moi, souvent, quand je fais du coaching, il y a plein d'affaires que je suis comme mettre en place une stratégie de je sais pas quoi, nanana, mais si tu changes pas ton mindset, ta position de dirigeant, ton leadership, tu vas toujours revenir à devoir apprendre une stratégie qui est du moment, qui est qu'est-ce qui se passe maintenant. Comment fait Elon Musk? Quelle est la journée typique de ce mec? Puis je suis sûre qu'on serait surpris si on regarderait sa journée typique. C'est peut-être pas si flyé que ça. Je pense que c'est dans le courage, je pense que c'est dans il a osé, il a pris des risques, il a fait des choses, il s'est pas mis de propres limites. Ben, puis en même temps, honnêtement, pour être un bon gestionnaire, je pense pas que tu as besoin d'être parfait. Sois conscient de ce qui est là, va te chercher des gens que tu as besoin. Moi, des fois, j'ai envie d'être employé. Mais tu sais, comme dans mon cas, même dans le temps, mettons, j'étais gestionnaire, j'avais 125 employés. J'avais mis des... Attends, je te serre la main. Ben, puis j'étais jeune, j'avais 25 ans quand que... T'avais 25 ans? Ouais. T'as géré 125 employés, t'avais 25 oui. ans. Je suis Eugénie Delay. Et moi, c'est Max Pezzetta. On est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et spécialisé dans tout ce qui est marketing web et conception de sites web. Avec Secret d'entrepreneur, nous mettons en avant des entrepreneurs qui nous partagent leurs succès et leurs défis sans langue de bois. Si vous découvrez notre contenu pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous envoie de la force et surtout, ça vous permet de ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée, soit en vidéo sur YouTube ou bien en audio exclusivement sur Spotify ou Google Podcast. Allez, c'est parti. J'ai reçu Cynthia aujourd'hui où on a parlé en fait de pas mal de sujets, notamment entreprendre en couple, la gestion de la croissance puisque elle enseigne à l'école des entrepreneurs du Québec depuis plus de 2 ans et demi. Donc elle a accompagné des centaines d'entrepreneurs. Elle s'est même retrouvée à la tête d'une équipe de 125 personnes à 25 ans. Donc personnellement, ça m'a plutôt épaté et je lui ai vraiment demandé toutes les problématiques qu'elle a pu rencontrer, voire même moi des problématiques de croissance, de gestion, de ressources humaines, de pénurie de main-d'œuvre, de comment concilier la collaboration entre les différentes générations de 20, 30, 40 ans, comment prendre des décisions difficiles et surtout comment déléguer, comment ne pas tomber dans l'obsession d'être l'entrepreneur parfait, parce que l'entrepreneur parfait et la personne parfaite n'existe pas. Donc justement, comment identifier ses failles pour pouvoir mieux déléguer et mieux travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise. Donc je pense que ça va pas mal vous plaire. Bon merci beaucoup Cynthia d'être venue pour Secret d'entrepreneur. Moi en fait je voulais te rencontrer parce que j'avais regardé ton parcours sur LinkedIn et j'avais pas mal de questions. Donc je pense que ça va partir dans tous les sens. Mais la première question que j'avais pour toi, c'était au niveau du fait que tu as écrit que tu étais coach formatrice pour l'École des entrepreneurs du Québec. Oui. Et tu peux m'en dire plus? Oui, absolument. Ben, ça fait 2 ans et demi à peu près, là, je fais ça rond, là, que je travaille avec eux. Je fais de l'accompagnement puis du coaching depuis plus longtemps que ça, comme peut-être depuis 2016-17, que je fais de l'accompagnement, mais c'était Petit Train va loin, un client ici et là. J'avais pas vraiment développé parce que j'ai ma compagnie aussi, qui est plus le gros morceau, là, le on the side, c'était l'accompagnement. Puis à un moment donné, j'ai fait une formation de coaching, j'ai commencé à faire de la consultation. Je me suis même fascinée pour la business parce que là, j'en voyais avec mes clients, j'apprenais des affaires, j'étais comme ça, c'est fascinant, je vais le faire moi aussi. Je faisais des choses, j'étais fascinant, je vais te le montrer. Puis là, ça se promenait d'un bord puis de l'autre comme ça entre les deux. Puis j'ai voulu mixer mes compétences plus commercialisation, marketing et tout ça avec le coaching, le certifié. Fait que, mais là, j'ai pas assez développé ma pratique, puis je trouvais que j'en faisais pas assez. Fait que quand j'ai eu l'occasion de faire un mandat avec l'école, maintenant 2 ans et demi plus tard, je suis encore là. J'ai accompagné, je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais des centaines d'entreprises en accompagnement, croissance, puis j'ai travaillé sur le volet exportation aussi. Mais concrètement, tu fais quoi avec ces entreprises-là? Je les accompagne, je fais du coaching. Dans le cadre du parcours que je travaille principalement, on parle d'à peu près 10 heures d'accompagnement de coaching que là, ils ont accès à d'autres coachs que moi. Je suis pas la seule experte. Puis des capsules de formation, des choses qui viennent complémenter les parcours. Mais moi, je les rencontre pour une première fois, je fais un diagnostic. Puis là, je dis tout un bébé diagnostic parce que là, on a 1 heure et demie. On s'entend, on va pas voir tous les aspects de l'entreprise, évidemment. Un vrai grand diagnostic, tu prends plus de temps que ça. Mais là, mettons, on va faire un bébé diagnostic de qu'est-ce qui bloque leur croissance là où ils sont rendus maintenant. Ça serait quoi les prochains leviers pour débloquer la croissance puis passer à un prochain niveau? Puis évidemment, la réponse est différente avec tout le monde. Mais là, je vais allier comme le côté business, l'individu,
Puis on fait un plan de match pour une dizaine d'heures à peu près. Avec Et c'est quoi les 2, 3, 4, 5 critères principaux que tu revois le plus souvent qui freinent la croissance des entreprises? Numéro 1, je te dirais l'individu. C'est l'entrepreneur. Le dirigeant en tant que tel? Oui, ça, je suis convaincue. Tu dirais qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent. Honnêtement, je pense vraiment. OK. Puis, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, vite fait. Comment ça que certaines personnes, dans le même nombre d'heures d'une journée, réalisent quelque chose de complètement différent que quelqu'un d'autre? Ouais. C'est pas tout à fait vrai que c'est ses ressources. C'est pas une histoire d'argent. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, lui, il avait de l'argent avant, lui, il n'avait pas. Lui, tu sais, tout le monde a un pattern différent. Qu'est-ce qui fait la différence, selon moi? C'est la personne. OK. Comment fait Elon Musk? Quelle est la journée typique de ce mec? Tu sais, puis je suis sûre qu'on serait surpris si on regarderait sa journée typique. C'est peut-être pas si flyé que ça. Je pense que c'est dans le courage. Je pense que c'est dans, il a osé, il a pris des risques, il a fait des choses, il s'est pas mis de propres limites. Il y en a qui jouent petit. Puis pas parce qu'ils ont le goût de jouer petit. Certains veulent rester petits puis c'est correct. Ouais. D'autres se limitent. Il y a une certaine audace qu'il faut avoir. Oui. En ce moment, je suis en train, le matin, je sais pas trop quoi faire pendant que je m'entraîne. Je regarde des fois des séries, des fois des reportages. En ce moment, je suis sur une série qui s'appelle Tapie. C'est sur Bernard Tapie. Et j'aime bien ce genre de série un peu autobiographique. Et en gros, le gars, il est audacieux, c'est clair. Il se fout dans la merde aussi, mais pas possible. Et moi, je regarde ses galères. Il se fait critiquer, il se fait humilier, il met ses mains partout là où il faut pas, etc. Et à la fin, il y a un truc je crois que c'est sa femme qui dit, le personnage. En gros, il est dans la merde parce qu'il doit de l'argent. Et puis bref, en gros, il délègue beaucoup ce gars-là. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que il se retrouve tellement dans des situations où il pèse beaucoup d'argent que à la fin, t'as pas le choix de le baquer, en fait, ce gars-là. Limite, l'État ou les banques ont pas le choix. Avec lui, sinon. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, je crois d'ailleurs qu'il le dit dans la série. Il dit, quand tu dois 1 million d'euros à la banque, elle te tient. Mais quand tu lui en dois 10 ou 100, c'est toi qui la tiens. Parce que si tu peux pas la rembourser, la banque, elle est mal. Et du coup, à la fin. Elle peut pas se permettre que tu perdes, là. Non, c'est ça. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'il y a certains entrepreneurs très, très audacieux qui se retrouvent finalement dans des situations où ils se font baquer parce qu'ils arrivent tellement loin qu'on n'a pas trop le choix, limite. Puis même là, tu parles des banques, mais ça peut être vrai dans tes partenaires. Là, tu sais, exemple, un client a investi beaucoup en ton projet ou avec toi. Je veux dire, il veut que ça mène à terme puis que ça avance parce que c'est bénéfique pour lui aussi, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est pas la seule chose, mais tu sais, il y a une part, je pense, de stratégie, il y a une part de connaissance, justement, de te former, de connaître des choses. Tu sais, si tu le sais pas, tu le sais pas. À un moment donné, tu apprends des bonnes pratiques, tu vas être un chemin probablement plus court que si tu essaies de réinventer la roue pendant que d'autres sont comme « by the way, ça tourne de même. C'est toi, là, il y a une autoroute ici à côté du champ. C'est toi. » Fait qu'il y a l'humain, finalement, l'humain, le dirigeant. Il y aurait quoi d'autre, selon toi, qui bloquerait la croissance des entreprises? Niveau stratégique, j'inclus beaucoup de choses là-dedans, mais tu sais, des bonnes pratiques. Déjà, arrête de réinventer la roue. Donc la formation, tu dirais? La formation des dirigeants? Ils sont pas au courant de ce qui se fait? Oui, je dirais ça. Puis tu sais, quand on dit formation, je sous-entends ça peut être une vraie formation, ça peut être un mentor, ça pourrait être sur le terrain, tu sais, on s'entend en le vivant, mais probablement que tu te reconnais là-dedans, mais moi, je regarde qu'est-ce qu'on faisait. Il y a, ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on est en affaires. Nous, c'est cette année, 10 ans. Oui. Puis vous autres aussi, je pense que c'est cette année. Cette année, ça fera 10 ans, Félicitations. Merci beaucoup. C'est un beau check quand même. C'est marrant parce que quand tu me dis félicitations, d'un côté, je te dis merci. C'est un peu comme si tu me disais félicitations quand mes enfants auront 10 ans. C'est que d'un côté, t'es content et d'un autre côté, tu te dis mais on en a chié quand même. Oui, absolument. Mais en même temps, justement, c'est pour ça que c'est gratifiant parce que on a fait tout ça pour on est encore debout. T'sais. Ouais. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus. T'sais. Justement, quand toi tu rencontres. On a rendu les clés depuis malheureusement. D'ailleurs, c'était aussi effectivement un des points que tu abordes. C'était le mindset, c'est que quand t'es dirigeant, t'es souvent très seul. Même quand t'es dirigeant avec un S. On va en parler un peu plus tard. Ton entreprise, tu l'as bâtie avec ton conjoint. Donc, vous êtes dirigeant, vous êtes tout le temps ensemble de fait, mais n'empêche que parfois, on peut se sentir super seul en haut parce que quand on doit prendre des décisions difficiles, moi, par exemple, j'ai besoin, si tu veux, d'exprimer mes émotions. Ma mère, elle m'a toujours appris à dire les choses parce que beaucoup de gens refoulent, beaucoup de gens
étouffent leurs émotions et du coup ça crée du mal-être. Et moi, je vais avoir tendance au contraire à le dire. La problématique, c'est que en tant que dirigeant, je me retrouve à travailler avec une trentaine de personnes, mais il y a des personnes des fois qui comprennent pas mes décisions parce qu'ils n'ont pas la vue d'ensemble. Et le problème, c'est que je ne peux pas non plus leur expliquer parce que déjà parce qu'il faudrait que je le fasse limite auprès de tout le monde, parce que je prendrais le risque que ce soit déformé, et surtout, même en leur expliquant, c'est pas malheureusement juste le fait de donner quelques quelques sources d'informations, quelques explications. C'est tout un cheminement que j'ai pas le temps de Et en fait, là, il y a une petite frustration des fois quand on est leader, c'est que il y a cette solitude. Je prends des décisions. Non, je peux pas être sûr que la décision est forcément la bonne. Et non, je peux pas non plus en parler à tout le monde parce que je peux pas demander l'avis de tout le monde. Il faut qu'à la fin, le bateau, il avance. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu as dû que tu as dû voir, que tu dois voir, peut-être même que tu vis toi-même. Oui, absolument. On le vit encore aujourd'hui. Puis oui, je le constate aussi autour de moi. Honnêtement, je pense que c'est une chance qu'on est deux. Je parle justement à beaucoup d'entrepreneurs. Des fois, il y en a qui sont tout seuls. Puis là, ils arrivent, là, ils me sortent ça en rencontre, en coaching. Puis en même temps, je suis comme, gars, vas-y, vends ça, c'est correct. Je veux dire, on est là pour ça. Puis je suis outillée aussi pour répondre à l'humain, tu sais. Fait que je suis comme, allons-y. Mais je pense que c'est une chance parce que nous, déjà, on peut se parler entre nous. Parce qu'on veut pas parler aux employés, des fois parler à la famille, ils ont peut-être pas le goût de nous entendre ou ça peut être lourd. Ouais, mais c'est même pas que ça, c'est que personnellement, moi je sais que quand j'en parle avec des gens qui sont absolument pas ni dans le milieu ni dans l'entrepreneuriat, je vois bien qu'ils m'écoutent mais qu'ils comprennent rien. Ils peuvent pas m'aider, alors après m'écouter, c'est déjà une forme d'aide, mais d'un autre côté, c'est vrai que souvent quand je parle, il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu les conseilles, ils ont juste besoin que tu les écoutes. Ça leur fait déjà du bien. Personnellement, quand je parle d'un problème, souvent, moi, je m'attends à ce que la personne puisse au moins m'aider à trouver des solutions. Donc, de fait, si j'identifie que la personne, elle va pas pouvoir m'aider parce que clairement, elle a pas l'expérience pour, je vais pas lui en parler. Et c'est vrai que le fait d'être en couple ou avoir un associé avec qui tu es suffisamment proche, moi, je sais que je me verrais pas diriger ni My Little Big Web ni une autre entreprise seule. C'est plus difficile dans tes décisions. Tu sais, nous, honnêtement, on s'est mis des mécanismes au début. On partageait vraiment, on partage encore beaucoup de choses. On est au courant les deux, chacun de nos divisions. Mais avec le temps, on a vraiment tranché certaines avec nos expertises, avec qu'est-ce qu'on a à faire. Puis des fois, ça va arriver qu'on va dire, regarde, je veux pas m'entendre parler. Exact. C'est ton côté. Je veux dire, là, j'en ai en masse de mon bord ou vice versa. Fait que t'as carte blanche, vas-y, prends la décision que tu penses être la bonne. Puis des fois, on va en discuter beaucoup, puis là, ça nous challenge parce des fois, exemple, il y en a un qui est plus novateur, l'autre plus conservateur, puis là, on va venir jaser puis se balancer dans la gestion du risque, mettons. Mais on s'est donné des vétos. Parce que là, maintenant, tu veux pas juste pas qu'à prendre une décision, puis on est pris dans non, oui, non, on le fait pas. Fait qu'on s'est donné des vétos. On va en jaser, puis il y en a un des deux qui tranche selon ce qui est dans son panier. Moi, je sais qu'avec Eugénie, une des choses, en fait, quand on s'est réparti le travail, c'est que elle m'a demandé il y a longtemps, par exemple, concernant la gestion des ressources humaines, moi, c'est pas ma force. Je suis bon sur plein de choses, mais pas sur ça. Je suis pas un bon manager. Je suis plutôt un solitaire. J'aime bien intervenir ponctuellement dans des dossiers. Mais même au niveau de mon cercle d'amis, d'ailleurs, en passant, je n'ai pas un groupe d'amis. Je suis pas un gars de meute, je suis plutôt un nomade, on va dire. Et je connais plein de groupes et un coup, je peux passer un mois complet avec eux parce qu'ils font de l'escalade et je suis en mode escalade. Après, ça va être eux, c'est les entrepreneurs, etc. Eux, c'est les sportifs, machin. Et il y a des choses, par exemple, des choses à gérer. Typiquement, telle personne ne sait pas si elle va rester dans l'entreprise, et donc ça me vient à mes oreilles, et c'est le genre de choses qui avant me stressait parce que je me disais ah bon, mais pourquoi, mais enfin tu sais, tu te poses un milliard de questions, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est elle, est-ce qu'on devrait pas arrêter de prendre ce genre de profil, etc. Et ça me bouffe et ça empiète après sur mon travail parce que si j'apprends ça, que je dois ensuite aller faire une vidéo YouTube ou faire une vente, me plonger dans une solution. Ça affecte ton mindset. Là. Bah oui, c'est-à-dire que au bout d'un moment, si tu veux, quand tu es entrepreneur et que tu as énormément de casquettes, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont entre guillemets pas compatibles ou peu compatibles.
Si je dois, par exemple, encore une fois, je dois faire une vidéo YouTube ou une formation, une conférence ou quoi, et que juste après ou juste avant, je dois me plonger dans de la comptabilité, les finances ou un problème de ressources humaines, mais ça va être très dur pour moi après de switcher de l'un à l'autre. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est réparti effectivement les tâches. Et pour revenir sur mon exemple de ressources humaines, eh bien Eugénie me disait, est-ce que tu veux être mis au courant du dossier? Et je lui ai dit, tu sais quoi, je voudrais être mis au courant quand il y aura eu une conclusion. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'un accord a été pris? Est-ce qu'elle part, elle reste ou quoi? Mais tout le reste avant, je veux pas le savoir. L'angoisse de la gestion, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ouais, exactement. Je veux pas le savoir parce que, encore une fois, j'ai pas de pouvoir et de contrôle dessus puisque c'est pas ma responsabilité. Et justement, ça, c'est une des astuces que on a mis en place, mais on a mis longtemps. On a mis au moins 5 ans, 6 ans à mettre en place ça parce que je voulais être au courant de tout. Pas parce que je suis control freak, mais parce que je pensais que ma job, c'était de rattraper les balles. Le problème, c'est qu'il y a trop de balles. Donc, je peux pas m'occuper de tout, encore une fois. Tu vois, typiquement, j'ai un tournage, c'était avant-hier. Mathieu me met, je sais plus, genre 4 ou 5 heures de tournage réparties dans la journée. Je me dis, OK, ça va être une journée intense. Ouais. Je vais bien choisir mes vêtements. Et en fait, un petit café. Ouais, c'est clair. Et en fait, juste avant, j'ai eu une réunion RH compliquée. J'ai annulé toute ma journée de tournage. Je lui ai dit, laisse tomber, ça sert à rien, je suis pas dedans, en fait. Et du coup, mais j'avais pas le choix que d'y assister à cette réunion RH. Mais sinon, j'aurais dit, attends, là, voici mon emploi du temps. Il est pas compatible. Pas en termes de disponibilité, mais en termes de mindset. De disponibilité. Exactement. Je pourrais pas switcher de l'un à l'autre. Ça va être trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je pense que c'est quelque chose que les dirigeants doivent faire quand ils analysent leur semaine, leur mois ou leur journée. Est-ce que tes tâches dans la journée sont compatibles dans l'ordre que tu as établi? Parce que je trouve que souvent, quand on est entrepreneur et quand on est dirigeant, on est beaucoup dans la réaction. Donc, on réagit face aux situations plus que dans l'anticipation. C'est là que c'est un problème, honnêtement. Tu sais, moi, souvent, quand je fais du coaching, il y a plein d'affaires que je suis comme, stratégie, tu sais, mettre en place une stratégie de je sais pas quoi, nanana. Mais si tu changes pas ton mindset, ta position de dirigeant, ton leadership, tu vas toujours revenir à devoir apprendre une stratégie qui est du moment, qui est qu'est-ce qui se passe maintenant. Tu sais, quand c'est pas ton métier, honnêtement, à un moment donné, tantôt tu disais c'est pas ma force. Je pense que c'est un des problèmes des entrepreneurs aussi. Arrête de vouloir être partout. Arrête d'essayer de tout faire. C'est pas supposé être ton rôle. Puis il y en a beaucoup qui disent, je vais travailler sur mes faiblesses. Peut-être que tu devrais t'engager quelqu'un qui est bon dans ce que t'es pas bon, puis d'être bon dans ce que t'es bon. Mais peut-être qu'ils ont une espèce de crainte de ne plus être légitimes à leur poste de dirigeant s'ils montrent leurs faiblesses. C'est-à-dire qu'un dirigeant, peut-être, selon eux, dépendamment de leur éducation, c'est censé être grand, fort, solide, machin. Mais c'est impossible parce qu'on est des humains et on a des défauts. Et je pense qu'à partir du moment où tu acceptes tes défauts, ça veut pas dire que tu travailles pas dessus. Ça veut pas dire que t'es pas dans la progression ou dans l'apprentissage. Mais en gros, les gens le savent. Donc, ça sert à rien de cacher. Je veux dire, c'est comme si moi, demain, j'essayais de cacher à mon équipe que je suis un gars un peu trop spontané des fois, un peu trop ci, un peu trop... Ils le voient, ils le savent. Donc, au moins, le fait de l'admettre, ça permet déjà de s'enlever ce poids en disant, voilà, je suis comme ça. De toute façon, partons du principe qu'un être humain doit avoir des défauts. Il doit commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Monsieur Parfait n'existe pas. Et s'il existe, Monsieur Parfait, il doit être vraiment. Il serait pas d'amis, je pense. Mais il doit être chiant. Monsieur Parfait, il est chiant. Je veux dire, tu peux pas t'identifier. Quand t'en as qui... C'est lourd pour les autres. Oui, parce que tu te sens nul à côté. Puis surtout, souvent, quand tu regardes les Monsieur Parfait, encore une fois, je vais reprendre une anecdote. On est en train de regarder une série en ce moment avec Eugénie qui est génialissime, qui s'appelle Liste Noire. Bref, c'est un gros... En fait, on l'a juste prise parce qu'il y avait 9 saisons et que moi, j'en ai marre qu'on me brise le cœur avec Netflix, avec les séries à une saison. Donc maintenant, je regarde combien il y a de saisons pour voir si je peux m'engager émotivement dans la série. Donc, c'est bon, je sens du risque. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai marre de m'attacher. On m'a trop brisé le cœur avec Netflix. Et donc, en gros,
il y a dans un des épisodes, le 3e, je crois, il y a une nana qui est très philanthrope, donc elle se met en avant, puis c'est la meilleure femme du monde, etc. et je suis dans mon sofa en train de regarder, et là je dis à Eugénie, moi je suis sûr que c'est une sale race, c'est sûr, elle est trop parfaite en apparence. Et voilà, 15 minutes après, le personnage principal, en fait, il démontre que elle fait du trafic de personnes, qu'elle n'est pas du tout ce qu'après. Enfin, en gros, que c'est genre la pire. Et je suis pas en train de dire que tous les gens sont comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens qui apparaissent parfaits sous toutes les coutures, et ben en fait, quand tu as la chance entre guillemets de les côtoyer, d'aller chercher des réponses, tu te rends compte que elle est pas du tout comme ça. Elle paraît comme ça. Et il y a des gens que je connais, des gens connus, des personnalités qui sont suivis sur les réseaux sociaux par des centaines de milliers de personnes et avec qui j'ai travaillé. Mais ils sont l'opposé. C'est-à-dire que déjà, le premier truc, c'est que ces gens-là, s'ils sont connus, ils te font signer des clauses comme quoi tu t'engages à ne pas divulguer que tu as travaillé avec eux parce qu'ils savent ce qu'ils vont te montrer d'eux. Tu vois? Ils font pas tout ça. Tu vois, il y a une personne que j'ai en tête là qui est connue, elle est pas aussi connue que ça, mais elle s'appelle Mylène Paquette. C'est une exploratrice en fait. C'est une femme vraiment qui a fait pas mal de choses. Si tu veux, je crois qu'elle a traversé l'Atlantique à la rame. Enfin, il faut le faire, tu vois. Donc, elle est quand même connue. Il y a quand même pas mal de monde qui la connaît. Donc, j'ai travaillé avec elle. On a fait son site web. Elle a jamais changé. Enfin. Moi, la façon dont je l'ai vue la première fois et j'ai travaillé avec elle pendant peut-être 2 ans, 3 ans, le projet a duré longtemps, elle est fidèle à ce qu'elle transmet, tu vois. Eh ben, elle m'a jamais fait signer de NDA. Tu vois. Pas nécessaire. Bah non, puisqu'elle est fidèle. Elle est authentique. Elle est pas parfaite. Personne n'est parfait. Le web, c'est pas son truc. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle a une équipe. Mais tu vois, cette personne-là, pour moi, je re-signe avec elle quand elle veut. Il y en a d'autres, ceux qui m'ont fait signer un NDA. C'est un one-shot deal. Bah ouais, mais ils le savent, en réalité. Donc bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, Monsieur Parfait, en réalité, n'existe pas et je pense que les entrepreneurs devraient pas chercher à... T'imagines la pression que tu te mets? Oui, puis en même temps, honnêtement, pour être un bon gestionnaire, je pense pas que tu as besoin d'être parfait. Sois conscient de ce qui est là, va te chercher des gens que tu as besoin. Tu sais, c'est comme là, tu as la chance d'avoir peut-être quelqu'un d'autre qui est bon en ressources humaines quand c'est pas ta force. Mais mettons que tu es seul, puis tu te constates que tu n'es pas bon en ressources humaines. Ça veut pas dire que tu es un mauvais gestionnaire. Tu es un mauvais gestionnaire si tu t'en occupes pas. Je suis d'accord. C'est un fait parfait. Je suis d'accord. Sois un bon gestionnaire, va chercher ce que ton entreprise a besoin, va te chercher quelqu'un qui a un bon leadership, monte quelqu'un, même peut-être de l'équipe qui aurait sa place là, va te chercher quelqu'un. Ça, pour moi, c'est ça être un bon dirigeant. C'est pas devenir comptable. Voyons, là, ton métier, c'est ça, puis tu vas devenir comptable. Non, ta job, c'est d'aller te chercher un bon comptable puis de le mettre en place. Connaître des chiffres, des ratios, des choses comme ça. Mais il va pas me dire que tu vas faire de la comptabilité. Quel glissement, tu sais. Puis je l'entends souvent, oui, je vais mettre en place ci, puis ça, je vais aller me former. Ouh! Non! Pendant que tu te formes, il va se passer quoi avec ta business? C'est ça. Elle dérape, elle glisse. Pas de manière, tu vas me dire, je suis débordée, service client diminué, plein d'affaires qui a diminué. J'essaie d'apprendre la comptabilité. Il y a du monde qui se suit à faire ça, ça fait 20 ans, puis ils le font tellement bien. Je veux dire, passe la poque. Mais justement, là, si on parle de ça, parce que peut-être que quelqu'un, en nous écoutant, se dirait, la pénurie de main-d'œuvre, ça te parle? Dans le sens où, effectivement, c'est un sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, alors, puis on le vit, nous, dans notre cas, honnêtement. Tout le monde le vit, de toute façon. La pénurie de main-d'œuvre, moi, j'ai une question pour toi. C'est que, personnellement, je n'en entendais pas tant parler que ça avant la Covid. C'est vrai. Et je me suis dit, mais attends, il s'est passé quoi? Et j'ai l'impression, alors tu vas me dire, parce que j'ai essayé d'aller chercher mes réponses, que la Covid, en fait, n'a rien créé, elle n'a pas créé la pénurie de main-d'œuvre, elle a accéléré des choses. Dans le sens où elle a poussé des gens qui allaient partir à la retraite. Donc ces gens-là, de toute façon, allaient quitter. C'est jusque-là, ils ont quitté avant. Et elle a peut-être effectivement poussé. En fait, elle a poussé des gens à agir. Mais depuis, j'arrête pas d'entendre parler de la pénurie de main-d'œuvre, Et du coup, je me dis, ok, moi, je le vois, en tout cas maintenant, dans mon industrie, bien que quand je vois toutes les grosses boîtes en général, tu sais, les Google, les Amazon, les Facebook, etc., qui licencient en masse, en général, ces gens-là, quand ils licencient, ils savent des trucs que nous, on sait pas. Et du coup, souvent après, on se retrouve à une sorte de rééquilibrage, entre guillemets. Donc, je sais que dans mon industrie, je reçois beaucoup plus de CV
qu'il y a encore quelques mois. Alors, Ok. je sais pas ce qui se trame, peut-être une récession, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, par contre, j'en entends parler en masse. Toi, justement, les gens que tu accompagnes, ou toi dans ton entreprise, Ouais. qu'est-ce que tu peux me dire à ce niveau-là sur l'impact que ça peut avoir? Ben, tu sais, c'est sûr que nous aussi, ça a eu beaucoup d'impact. On a mis des choses en place pour faire ça. Tu sais, côté, est-ce qu'il y a vraiment de pénurie de main-d'œuvre, tu sais, qui est apparue, qu'il n'y en avait pas? Comme tu dis, je pense qu'il y a un déplacement du marché. Il y a des choses qui ont bougé. Il y a du monde qui ont peut-être parti leur entreprise. Justement, ils avaient perdu leur job. Ils se sont virés de bord. Ils ont fait quelque chose. Après ça, tu veux les reprendre. Ils sont partis ailleurs. Puis là, tu te dis, je manque de staff. Mais il est parti quelque part d'autre, tu sais, parce que tu les as pas maintenus en poste. Tu sais, comme nous, on a eu beaucoup de demandes. C'est pas moi qui les accompagne en démarrage, mais tu sais, il y a plein de gens qui ont voulu commencer à être travailleurs autonomes, à partir de leur business, à faire, tu sais. Et je pense qu'il y a des choses qui bougent dans le marché. Il y en a-tu moins, comme tu dis. Je pense qu'il y a des personnes parties à la retraite. Quand même, la population est vieillissante. Mais après ça, de toute façon, pour moi, c'est un fait. Fait que si tu manques de staff, même si tu restes là à faire un nom, manque de staff, ben, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Ben ouais, c'est ça, parce que je pense qu'en région, c'est encore pire. Oh, C'est-à-dire ben, ouais, ton potentiel est moins grand. ouais, c'est ça. Ben il y a moins de gens, encore une fois. Et c'est vrai que je me demande, est-ce que finalement, avec les baby boomers, on était dans une époque où de toute façon, on était dans une génération. Voilà, les gens font beaucoup d'enfants, donc il y a de la demande, ça devient des consommateurs. Le problème, c'est que là, les gens font moins d'enfants. Alors, je crois même que le taux de natalité au Québec et peut-être même au Canada est inférieur à ce qu'on devrait avoir pour ne serait-ce que maintenir un nombre de populations, ce qui fait que ben, c'est ça, c'est en diminuant. Là. Ça, c'est voilà, c'est pour ça qu'on se tourne autant vers l'immigration. Mais effectivement, là, moi, de ce que je vois, c'est que je me dis, est-ce que on est en train de faire un rééquilibrage dans le sens où en fait, il va falloir moins consommer, il y aura moins de joueurs sur la table à cause de cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que finalement c'est une mauvaise chose? D'un côté, moi j'aime pas les marchés monopolistiques et je travaille avec Google, donc je sais de quoi je parle. Je déteste le fait qu'il soit, d'ailleurs, un petit procès là qui devrait se conclure là, parce que voilà, l'État américain commence à dire bon là c'est bon GG, t'abuses un peu de ta position dominante. Mais d'un autre côté, il y a tellement de joueurs. Moi je vois au Québec, le pire, je vais pas me faire que des amis encore une fois, c'est les gars de la construction. S'il y a un gars de la construction qui m'écoute, les gars, déjà, j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Le premier, c'est que quand vous dites que vous venez dans la journée, en fait, on n'est pas sur le pas de notre porte à vous attendre. Il faudrait nous donner 1 heure, idéalement. Ouais, je viens entre 9 et 5. Non, ça tombe bien, j'ai que ça à foutre, de 9 à 5, de t'attendre. Pour qu'à 5h moins 10, tu me dises, en fait, je suis pris dans le trafic, je pourrais pas venir. Tu viens de te rendre compte maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que client, je me dis, attends, mais ce gars-là, il a une entreprise. Mais il mérite pas, le marché ne devrait pas le laisser survivre. Mais vu qu'il y a une pénurie de tout, ce mec-là, il peut faire n'importe quoi. Il aura de la job de toute façon. Moi, demain, je m'improvise carreleur ou élagueur. Je suis sûr que je trouve des clients dans la semaine. Et du coup, je me dis, mais mince. À un moment donné, il y a quand même d'autres joueurs, je pense, qui vont... Est-ce qu'il y a un rééquilibrage? Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Là. C'est pas la première fois que l'industrie change. On a fait plein d'ères de changement. On est encore là. Il y a encore des business. Il y a encore du monde qui travaille. Ça va changer, mais comme nous, exemple, on regarde la robotisation, de l'automatisation. On a mis en place des logiciels. Des choses qui nous aident à reprendre la vitesse sans le joueur ou les 2 joueurs ou les 3 joueurs qui nous manquent, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont bouger. Le monde qui veut une job va en avoir une pareille. Puis même si demain matin, j'aurais 4 candidatures, je vais les prendre pareil, mais grâce à ce qu'on a mis en place, je vais livrer encore plus que juste les 4 que j'aurais eu dans le temps. Fait que pour les mêmes 4, je vais avoir plus de valeur, en fait. Plus de productivité à cause de tout le reste. Mais les mauvaises personnes sur le marché, je pense que le jour ou l'autre, quand même, vont perdre du monde pareil, là, tu sais. Justement, une des choses, vu que tu es à l'école des entrepreneurs, je me dis que tu mises beaucoup sur la formation. Le coaching, c'est aussi de la formation. Personnellement, je crois beaucoup dans l'éducation et la formation. Je le dis souvent, pour moi, l'éducation, que ce soit l'éducation financière, alimentaire, peut résoudre énormément de problèmes. Si tu éduques mieux les gens à manger, ils tombent moins malades, ils sont plus productifs et même, je pense, ils sont plus intelligents. Si tu éduques les gens au niveau financier,
même chose. Moi, ça me fait pas plaisir si demain je vais au Tim Hortons et que je vois une madame de 75 ans me servir, ça me fait pas plaisir. Et ça veut pas dire que cette dame, elle a pas eu d'éducation financière, elle a peut-être eu des galères, on sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, selon moi, qui ne se forment pas et je trouve ça hallucinant. Ils ne sont pas à leur plein potentiel, ni à leurs ambitions, des fois. Là. Mais oui, c'est dingue. Mais comme c'est ça tout le temps. Moi, quand je me mets à parler finance avec quelqu'un, par exemple, placement boursier, fonds négociés en bourse, combien tu payes en frais de gestion, je vois bien que le gars, ça lui plaît pas la conversation qu'on est en train d'avoir. Je suis en train de l'ennuyer. Donc, évidemment, je change de conversation directe. Ouais. Mais je me dis, mais attends, c'est des sujets super importants. Et en fait, ces gens-là, enfin, beaucoup de gens, non, mais moi, je vais mon conseiller, puis je suis bien content avec lui. Ok, mais tu sais pas dans quoi il investit ton argent, tu sais pas les frais qu'il te prend, tu t'es pas éduqué à ce niveau-là. Ou j'ai des gens qui nous contactent pour faire un site web ou une stratégie de marketing web. Cool, ça tombe bien, c'est notre métier. Et qui commencent direct. Moi, je te préviens, j'aime pas ça. Amène-moi quelqu'un qui aime ça alors pour que je puisse parler avec quelqu'un qui aime ça, parce que si tu me dis ça, ça veut dire que tu comptes pas t'y intéresser, mais est-ce que tu comptes investir plusieurs dizaines de milliers de dollars par an dans ton marketing et tu me dis d'emblée que t'aimes pas ça? On a un problème là. Tu vois? Ouais, tu sais, je trouve que c'est dur des fois l'équilibre entre ça, parce que tu sais, de s'éduquer, oui, ça je suis 100% d'accord avec toi. Ce que je constate souvent, c'est le piège entre c'est quoi la juste éducation? Parce que là, le monde essaie de retomber dans tous les chapeaux, puis là, je vais aller me former, tu sais, comme avec beaucoup de profondeur, mais tu peux pas faire ça dans, tu sais, t'as pas 4 vies, là. Tu peux pas aller te former comme top maître, je sais pas quoi, dans d'autres affaires, puis honnêtement, c'est pas ça qui va rentabiliser plus ton entreprise. Fait que, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de savoir en dirigeant, puis le reste, tu peux aller te chercher des tops dans des sujets aussi, là. Mais le problème, c'est que par contre, c'est un guess. Parce que tu maîtrises pas, par exemple, le marketing. Donc, on se dit, engage un directeur marketing ou engage une agence de marketing. Oui, mais tu connais rien. Donc, comment vas-tu faire pour savoir si l'agence ou la personne, elle est compétente? Parce que, mine de rien, même chose. On reçoit toutes les semaines des clients qui nous disent, j'ai travaillé avec une agence ou c'est la deuxième fois et je suis pas content. Alors, j'ai toujours un petit peu le réflexe de me dire, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que quand il y a une situation problématique, en général, il y a des deux côtés des problèmes. Alors, il peut y en avoir plus de l'un que de l'autre, mais je n'ai malheureusement pas l'agence ou le directeur marketing à côté pour me donner sa version. Donc, je prends toujours beaucoup de recul. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand les gens m'expliquent, alors encore une fois, ils oublient peut-être des choses. Peut-être qu'ils vont me dire, par exemple, « Ah, mais moi, j'ai jamais eu de soumission. » Puis l'agence, si elle était à côté, elle se décomposerait en disant, « Mais attends, il rigole ou quoi? La soumission, elle est là. Il l'a signé sur un coin de table, etc. » Mais si je me cale sur ce qu'il dit vraiment, déjà, comment se fait-il que tu sois allé de l'avant sans avoir eu de soumission? Et souvent, les réponses, mon but, c'est pas de l'enfoncer, c'est de comprendre. C'est que le gars, il savait pas. Attends, tu as lancé des campagnes Google puis tu n'avais pas accès à tes comptes. Non, c'est ça, l'agence, elle m'a jamais donné accès. OK. Puis ton nom de domaine, pareil, faut que je demande les accès. Puis moi, si tu veux, ça me paraît évident qu'il faut que tu détiennes ton nom de domaine, qu'il faut que tu aies accès à tout. Mais d'un autre côté, quand lui, c'est pas ton domaine, c'est nous, on a fait ça dans nos débuts, là, on l'a appris qu'une autre compagnie ils ont fait notre site, blabla, il y avait le domaine. On a mangé nos bas aussi avec ça. Il a fallu que je demande de l'aide pour récupérer. Ça a été toute une affaire. On l'a vécu avec des systèmes d'opération. À cette heure, c'est à toutes les fois quelque chose en place. Là, c'est bien moi qui ai les licences, c'est moi qui l'apprends. Puis après, je mets le technicien ou peu importe la personne dans le système. Mais on s'est fait prendre au début. T'as payé le prix fort, Oui, puis c'est là que justement, en tant qu'entrepreneur, il y en a plein qui partent d'un métier. Ah, je suis bon dans quelque chose, mon métier c'est XY, m'a partir m'accompagner là-dedans. Puis je t'ai déjà entendu dire ça dans un autre. Les pâtisseries. Le jour où tu prends ton entreprise, justement, tu fais plus ton métier. Exact. Là, tu viens de changer le métier. À un moment donné, tu vas le faire. Après ça, tu vas le faire à moitié. Il y a un pourcentage. À un moment donné, tu le fais pratiquement plus partout. Exactement. D'ailleurs, je fais allusion, je fais du maillage interne entre vidéos, mais Arnaud Monpetit, je sais pas si ça se fait. Arnaud Monpetit, que j'ai pris, que j'ai reçu, qui avait avant Fibre Noire et qui l'a revendu à Logian. Une des choses qu'il dit, c'est moi, je veux être le meilleur dans mon domaine et bref, donc il s'est mis dans une branche exécutive finalement. Et je pense que ce gars-là, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que être dirigeant, je pense que ça lui plaisait plus ou c'était pas ce qu'il pensait.
Et vraiment, une des choses que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, j'avais une stagiaire qui avait peut-être une vingtaine d'années, c'était l'année dernière ou peu importe. Elle était très bien, pas de souci, elle avait encore du lait maternel au bord des lèvres et elle nous disait moi plus tard je veux être présidente. Ça faisait un peu la petite fille de 10 ans et j'avais c'est ça. Trop savoir de quoi. Alors je sais pas si c'était pour rendre fier qui que ce soit ou quoi, mais puis je l'ai entendu une fois, 2 fois, 3 fois dire ça, puis à un moment je l'ai interpellé en disant mais c'est quoi pour toi être président? Je parle pas de président de la République, elle veut présidente d'une entreprise, quelque chose. Je dis mais pour toi c'est une finalité d'être présidente? Est-ce que c'est de l'ego? Mais pour elle c'est le summum du truc quoi. Et j'avais envie d'un côté de lui dire, tu sais, c'est pas le fun nécessairement, c'est pas juste avoir des défis. Mais c'est clair, c'est que encore une fois, moi, des fois, j'ai envie d'être employé. Franchement, et je suis pas en train de dire que être employé c'est facile. Des fois. Pardon? C'est plus reposant des fois. T'as pas la. Après. Je sais qu'il doit y avoir, il y a plein d'employés qui travaillent peut-être plus fort que les dirigeants. Il y a plein d'employés. Enfin, être employé, c'est pas la panacée, c'est pas le club. Mais disons que des fois, j'aimerais, mais pas longtemps, c'est ça le problème. C'est que j'aimerais me retrouver dans une situation où vendredi soir à 5h, c'est terminé. Puis, regarde, on verra mon agenda lundi. Tu sais, juste quand je suis en vacances, je suis vraiment en vacances. C'est-à-dire, moi, j'appelle aucun de mes employés quand ils sont en vacances. Jamais. Et j'incite tout le monde à pas le faire aussi. Et c'est vrai que des fois, je me dis, waouh, c'est tough. C'est relaxant. Ouais, pour eux. Ouais. Et c'est vrai que je veux le mentionner parce que on se rend pas compte de tout le parcours, les sacrifices, la discipline. Moi, s'il y a vraiment une chose que si quelqu'un me dit, voilà, c'est quoi ton secret, c'est la discipline. Je suis discipliné, mais je me découvre moi-même cette qualité. Alors attention, je suis discipliné, me mets pas dans une salle de classe avec un professeur parce que tu vas voir que je suis pas discipliné, mais je suis très discipliné pour atteindre mes objectifs, me fixer des objectifs et tenir ma stratégie. Je le fais et je pense que c'est un des facteurs de réussite entrepreneur. Ça prend quand même un sens et une passion derrière ça. Alors, parce que discipliner pas de sens, là. Mais ça c'est merci pour cette transition. Un sens et une passion, clairement, je pense que c'est très important de constamment se rappeler pourquoi on le fait. Ben oui, parce qu'il y a des bouts qui sont pas faciles, tu sais, puis c'est pour ça que tu vas faire non, on continue, puis malgré X, Y défis, c'est comme tantôt on dit un petit aparté avec, quand il y a eu les fermetures, puis tout ça, oui, beaucoup ont mangé leur bas, certains ça a été le contraire, puis ça a été une belle opportunité, mais pour beaucoup, dont nous, on a mangé nos bas, puis ça a été difficile, on s'est fait fermer, puis c'est là qu'on a pris des pivots, mais pour nous c'était un kit ou double. Fait qu'on a décidé de pas quitter, on a doublé, mais c'est pas des décisions qui sont tout le temps faciles, ni c'est. Combien t'as d'employés maintenant? On s'en va sur une vingtaine. Une vingtaine d'employés, ok. Et comment comment tu gères un petit peu cette transmission d'informations, cette délégation des tâches? Il y a des gens qui sont peut-être là depuis plusieurs années, d'autres qui viennent d'arriver. Il faut savoir que l'entreprise aussi évolue. Ça, on va en parler aussi après. C'est que comment tu fais justement pour fédérer, on va dire, dans ton entreprise, maintenir un cap, une vision? Tu sais, déjà, nous, on est un couple. Fait qu'on a beaucoup la vision familiale. On a même des membres de la famille qui travaillent avec nous. Fait que c'est très familial. On veut se permettre de choisir les gens. Fait que quelqu'un, tu sais, on est prêt à te mettre à la porte si t'as pas la bonne attitude. Même si t'es le top puis qu'on dit oui, mais il est bon, oui, mais je vais m'en passer. Pour nous, on est très clair sur qu'est-ce qui ne passe pas. Mais ça, c'est hyper important parce que, mine de rien, tu vois, il y a des gens qui, mettons donc ton entreprise, elle a 10 ans. Il y a des gens qui sont dans l'entreprise depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et ce qui se passe, c'est que l'entreprise, elle évolue. Et les nouvelles personnes qui arrivent, pour elles, tous les outils qui sont mis en place, les méthodes de travail, pour eux, c'est normal. Ils viennent d'arriver, c'est une normalité. C'est une même ici. C'est ça la magie du recrutement, c'est que avant cette personne, moi par exemple, on recrute une nouvelle gestionnaire de projet, avant qu'elle arrive, je modifie tous les trucs qui me plaisaient pas avant pour lui faire c'est ça la vie ici. C'est ça, non mais pour pas resubir ça, et c'est souvent je me suis rendu compte d'une chose qui est assez douloureuse, c'est que
parfois, pas toujours, mais parfois, la personne, elle est là depuis trop longtemps, elle n'a pas su évoluer avec l'entreprise et tu sais que tu ne pourras pas faire évoluer la chose si elle quitte pas, en fait. Et ça, c'est très douloureux parce que tu te dis, il y a une affect, il y a un passif, il y a aussi des responsabilités des deux côtés. Mais réussir à faire comprendre à la personne et enfin juste arriver à un moment et se dire mais je pense qu'on est arrivé au bout et surtout faire en sorte que ça, et ça c'est très dur, que ça se termine bien malgré plein de choses, mais je pense que la survie de ton entreprise dépend de ces décisions qui peuvent être très difficiles à prendre 100%. Mais nécessaires. Ouais, 100%. Puis, tu sais, avec ce que tu dis, ça me fait penser, je partage même souvent ça avec des clients. Quand j'étais gestionnaire, plus jeune, début vingtaine, j'ai eu la chance de devenir gestionnaire pour un territoire. J'avais beaucoup d'employés. Puis, j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là qui me servent aujourd'hui aussi. Puis, à ce moment-là, on avait fait des formations. Ils formaient tous les gestionnaires pour les conversations difficiles. Oh, OK. Puis, surtout au Québec, excuse-moi, je te coupe, mais au Québec, je sais qu'il y a un peu un malaise avec les conversations difficiles, le conflit, les choses comme ça. Oui, exactement. Tu sais, il y a de l'évitement, de la fuite ou au contraire, des fois, de l'ego mal dit, maladroit. Puis quand ça aurait pu être plus doux que ça, tu sais. Mais les choses doivent être dites, mais il y a une façon de les dire. Puis justement, faut que tu l'adresses aussi. Tu peux pas juste faire, mon Dieu, je peux pas avoir cette conversation-là, tu sais. Comment tu gères ça? Parce que, encore une fois, ça fait partie, je pense, des décisions, des situations les plus douloureuses pour le manager, pour le dirigeant, pour tout le monde. C'est horrible. T'as pas envie d'avoir cette conversation. Donc c'est quoi, en quelques astuces, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là dans les formations? Quand on parle de ça, c'est comme dans mes formations, évidemment, je me souviens pas tout ce que j'avais fait à ce moment-là, puis là, je mélange à l'expérience, mais tu sais, ils nous avaient fait faire des tests, exemple, là, ils nous mettaient de mise en situation bien difficile à dire à quelqu'un. Exemple, mettons, un employé de dire, désolé, mais c'est terminé. Ou qui est arrivé vraiment une situation difficile avec un client, puis là, tu as eu le feedback, puis là, il faut être asseoir avec quelqu'un. Tu sais. Puis là, ils nous mettaient des situations bien difficiles. Puis là, ils disaient, OK, va l'annoncer. Puis là, au début, on était toute une gang de gestionnaires, puis différents niveaux, là, tu sais, des seniors, moi qui étais plus jeune à l'époque. Puis là, on arrivait tous avec tu sais, au début, des violons, pour éventuellement dire quelque chose. Ah, la vache. Puis là, tu voyais que tout le monde savait pas trop ce qu'on est supposé faire avec ça, puis comme patate chaude. Alors que c'est pour 2 fois. Ben oui, tu sais, puis je me souviens qu'après ça, ils nous avaient demandé le feedback, puis ils avaient fait, OK, maintenant, on va changer. Là, tu t'apprêtes, tu te fais caler, mettons, dans le bureau ou une mise en situation. Tu t'apprêtes à recevoir une conversation difficile. Qu'est-ce que tu attendrais du gestionnaire qui est devant toi? Puis là, on venait toutes de faire à nos façons. À l'unanimité, tout le monde en a dit, je me fais caler dans le bureau, niaise pas avec le POC. Parce que là, t'arrives... Niaise pas avec le book. Avec le POC. Avec le POC, pardon. Très québécois, hein? Mais on avait tout le même sentiment que t'arrives dans une conversation, pas le fun, t'as pas voulu tirer ça, là, je veux dire. Puis là, toi, tu pars sûrement ta cassette de la pire situation ever, là. Fait que t'as quelque chose à dire, dis-les d'entrée de jeu. Joue-moi pas du violon, là, parce que toi, ton 5 minutes de violon, là, toi, la patate te fait aller, puis là, tu sais pas où on s'en va. Puis probablement que dans ta tête, c'est pire que la situation réelle. Et quand bien même la situation réelle est exactement ce que tu imagines, abrégeons les souffrances. Oui. C'est vraiment une des choses que j'expérimente parfois, pas tant au niveau interne, mais au niveau externe, avec certains clients qui parfois prennent la fuite parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de gérer le projet dans lequel ils se sont engagés. Peut-être même que souvent on a c'est intéressant parce que nous, une des choses qu'il faut savoir, c'est que on a souvent comme clients des gens qui viennent d'être recrutés à des postes de marketing et en fait, ça fait partie de leur mission de contacter une agence, etc. Donc en fait, ils viennent d'arriver dans l'entreprise et on découvre assez rapidement si la personne, elle s'est survendue ou pas pour avoir le poste parce que nous, on voit tout de suite si elle a les épaules pour nous parler. On parle du même langage. Exactement. Et ça fait partie aussi des choses qui sont difficiles parce que nous, il y a de l'argent en jeu, il y a un projet en jeu. Et d'un autre côté, la personne en face, on voit clairement qu'elle n'a pas les compétences nécessairement pour driver le projet et elle va s'en rendre compte. Et parfois, on a des clients qui peuvent fuir, donc ne plus donner de nouvelles. Et nous, on dit, mais c'est parce qu'il faut qu'on se parle. Puis si on se peut pas se parler, on va demander à parler à ton boss. Là, tu vois. Mais plus on le fait vite, honnêtement, ça descend la pression puis ça tombe humain.
Parce que, tu sais, autant avec, mettons, dans la situation que tu dis, autant avec le boss, qui est pas là, mettons, ou autant avec ton junior qui a peut-être pas les épaules, de t'asseoir puis de dire, écoute, je suis pas sûre qu'on parle le même langage ou tu sais, peu importe ce qu'il y a à dire. On constate que, c'est-tu le feeling que t'as? Lui aussi, peut-être qu'il sent une pression énorme puis qu'il se dit, Seigneur, j'ai pas les épaules. Tu sais, ça se peut, là, aussi, là, de venir crever cet abcès-là puis de parler. Là, on va tomber sur une situation qui est plus franche, une vraie conversation. Puis qu'est-ce qui sort de là? C'est une solution. Parce que sinon, on traîne le bobo, là. Ce qui sort de là, c'est une solution, oui. Après, une des choses sur lesquelles je voudrais t'entendre, c'est que, et c'est pour ça que ce balado est aussi pour moi, c'est-à-dire que c'est des vraies questions que j'ai pour moi. Ouais. C'est pour ça que je pose pas les mêmes questions d'un invité à l'autre, parce qu'après j'ai les réponses, sauf si je veux comparer. Mais une des choses que je voudrais savoir, c'est, tu vois, par exemple, souvent, j'ai l'impression en tant que dirigeant que je peux subir les faiblesses de certaines personnes, de certains de mes employés, de certains de mes clients. Puis je te donne un exemple tout de suite. Par exemple, tu vas avoir une personne qui ne gère pas bien son couple, par exemple. Donc je sais pas, il fait tout un tas de choses qui sont pas correctes. Moi, de toute façon, je suis pas ami avec cette personne. Du coup, cette personne se fout dans des situations difficiles et donc forcément, elle a des problèmes. Elle arrive dans l'entreprise, elle met pas ses problèmes à la porte en leur disant je reviens ce soir à 5 heures. Elle l'a dans la tête, etc. Moi, forcément, indirectement, ça m'impacte. Parce que cette personne, elle est moins motivée, elle peut potentiellement même tomber dans une espèce de... Ouais, exactement, ça peut se propager. Donc en fait, ces défauts ou ces faiblesses qu'elle ne travaille pas par fuite ou par lâcheté ou peu importe, impactent ensuite l'organisation. Et personnellement, si moi, j'essaye de faire preuve de discipline, tu vois, je viens tous les jours au bureau, j'essaye d'envoyer chier personne, même quand je suis énervé, j'essaye de, tu sais, je prends sur moi, je suis dans une zone d'inconfort, mais je peux pas combler les faiblesses non plus de tout le monde, et parfois, ça me décourage, parce que je vois une personne, puis j'ai une certaine expérience maintenant pour cerner les situations, qui va dans une direction qui est pas bonne. Alors, si c'est professionnel, je peux y aller. Si c'est personnel, je peux pas y aller parce que je suis dirigeant, je suis pas coach, je suis pas psychiatre ou quoi que ce soit. Et du coup, je me dis, punaise, en fait, on doit diriger un groupe de personnes qui a des émotions, qui a des opinions, qui fait des erreurs aussi, et qui, par exemple, typiquement, je sais pas, un employé qui viendrait te voir en disant « Ouais, ça me prendrait une augmentation parce que mon loyer a été augmenté de $150 par mois. » Mais alors attends, parce que, excuse-moi, mais bon, t'es au courant qu'il y a des règles et que si tu vas au tribunal administratif du logement, le quoi? Ouais, ben, voilà. T'as déjà accepté l'augmentation? Oui. Bah, t'es con. Parce qu'en réalité, là, si on regarde ton bail et qu'on regarde, si tu veux, la grille de la régie du logement, donc anciennement, maintenant, tribunal administratif du logement, on constate que légalement, il pouvait pas te faire une augmentation de plus de $20. Après, l'employé pourrait dire, bah moi ça je le sais pas, mais moi non plus, je suis pas censé le savoir. Je suis dirigeant d'entreprise, je suis pas courtier immobilier. Mais le fait est que là, ton erreur, formation aide aussi, tu sais. Mais oui, mais t'es d'accord que là, moi je peux pas. Ton erreur fait que là, tu viens me voir en me disant, je veux, par exemple, une augmentation plus grosse. Ouais. Mais ok, puis demain, tu vas apprendre qu'il faut se laver les dents 2 fois par jour, et que tu as les dents pourries, que tu vas chez le dentiste, et que du coup, tu as besoin d'une autre augmentation parce que tu as besoin d'un implant dentaire à $5,000. Non, mais je veux dire, à un moment... mais c'est sûr, c'est dur de gérer du monde. Mais vois-tu, c'est pour ça que c'est peut-être pas toi qui fais du RH. Mais complètement. Oui. Mais encore une fois, je le dis, puis le but de ce balado, c'est aussi de... Moi, je me livre, en fait. Vrai aussi, mais c'est un exemple, si tu veux, que j'ai déjà entendu ailleurs. Oui, tu vois, c'est que le dirigeant... Tu vas avoir tout ça, c'est sûr. Il se dit, mais attends, dans tous les cas, je suis perdant. C'est-à-dire que soit je te donne ton augmentation et je suis perdant parce que tu me fais les poches, puis alors après, si tu vas le dire à tout le monde, ils vont tous venir me demander de payer leur augmentation de loyer. Soit je te dis non, mais là je prends un risque que tu partes. Alors après, si tu pars pour ça, voilà, mais je suis perdant dans tous les cas. Mais en même temps, c'est très blanc-noir. Ouais, clairement. Il y a une vraie situation comme ça de revenir à la conversation difficile de tantôt, puis de s'asseoir d'humain à humain, puis ça peut être différent. Peut-être de dire, je comprends que tu vis quelque chose. Puis là, on n'est pas dans une situation réelle, mais je comprends que tu vis quelque chose. Par contre, moi, je peux pas me permettre ça pour X, Y. Comment je peux t'aider différemment? Je peux-tu te faire rentrer 1 heure de plus
par semaine, qu'est-ce qui t'aiderait? Est-ce que tu aurais besoin, veux-tu faire de l'overtime? On a peut-être un gros projet, veux-tu l'overtime? On a peut-être un projet de fin de semaine, ça te parle dessus? Parce que si j'ai des occasions, je vais te mettre dessus, ça t'aide-tu? Mais je peux peut-être pas te donner ton augmentation. Puis là, on a crevé l'abcès de « t'as besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose ». Comment on peut se parler et revenir au milieu? Et comment on fait en sorte que la personne, employé, client, ce que tu veux, soit réellement dans une situation de volonté d'être en win-win et non pas dans une situation où elle pourrait chercher à abuser du fait qu'elle a le gros bout du bâton, par exemple la pénurie de main-d'œuvre, par exemple le client dit moi si c'est ça je paye pas telle facture que je te dois, parce que on est là pour se dire les vraies affaires. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et pour moi c'est une réponse qui est très recevable et c'est ce qu'il faut faire. Mais on fait l'hypothèse que la personne est déjà dans une mentalité où elle est prête à faire des concessions, où elle est prête aussi à se mettre à ta place. Mais comment on en arrive là et pour pas être face à deux individus individualistes qui vont chercher finalement à gagner une négociation et cette négociation amènerait l'autre à perdre et non pas être en win-win. Tu vois? Mais question facile. On t'écoute. Oui, c'est ça. Spotlight, flashlight, vas-y. Je t'ai dit que tu passeras un bon moment. Oui, c'est ça. Tu reviendras qui disait ça va bien se passer, je pose des questions faciles. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, on dit ça, puis tu sais, c'est sûr qu'elle est pas si compliquée dans le sens où de un, on n'est pas dans une situation réelle, fait que tu sais, ça serait à évaluer avec plein de facteurs. Mais en même temps, on revient à c'est quoi tes choix comme dirigeant. Tu sais, tantôt je te dis on est prêt à mettre quelqu'un à la porte parce que si ça répond pas au bon comportement, les valeurs, puis au contraire, quelqu'un qui a le bon comportement, les bonnes valeurs, les bonnes choses, oui, on va être capable de se parler. Moi, dans mon livre à moi, même si c'était le top, tu sais, peu importe dans ton poste, puis que t'es pas capable de me parler, puis t'es juste non, moi je tire la couverte, puis ça, ben c'est quoi, tu fais la tirailleurs, la couverte. Même si j'avais un client, même si je sais pas quoi, merde, laisse mais faire. C'est une grosse force, ça. Oui, mais je vais me relever les manches, ça fait 10 ans qu'on est debout, on l'a fait avant toi, on va le faire après toi. Fait que tu me sabotes encore plus de venir me mettre dans un étau, dans une petite prison, puis de dire t'es pris ici. Excuse-moi, je suis un entrepreneur parce que je voulais pas être pris nulle part, puis je serais pas pris ici. Fait que c'est une conversation qui est difficile à avoir. Puis c'est une décision après que t'as à prendre, qu'il faut que tu tranches à un moment donné, qui est pas facile. Mais tu sais, t'es jamais pris. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu l'as appris parce que là, moi, quand je t'entends parler, je me dis, elle est capable quand même de mettre ses coronesses sur la table quand il faut. Est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Parce que quelqu'un pourrait se dire, ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu es devenu comme ça? Un peu des deux. OK. J'ai un côté qui est très humain qui a toujours été là. Je me permets une petite interruption pour vous encourager à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube, Spotify, Apple Music ou sur toute autre plateforme de streaming. On n'oublie pas non plus d'appuyer sur j'aime car cela aide énormément à la croissance de ce format. On vous invite à commenter, partager vos réflexions et participer à la conversation dans la section des commentaires. J'ai toujours du plaisir à échanger avec vous. En attendant, merci d'être là. On repart. J'ai tout le temps eu beaucoup de drive aussi. Je l'ai équilibré avec le temps. Des fois, il y a eu des bouts trop de drive, peut-être pas assez, là, où on met un ballon là-dedans. Mais oui, je suis allée me chercher des outils. Tu sais, je me suis formée au coaching. Déjà, je suis plus à l'aise avec l'humain puis je suis outillée. Je comprends qu'est-ce qu'il y a derrière. Fait que même quand quelqu'un me fait je me dis, OK, là, derrière, il y a une blessure, il y a un manque de reconnaissance, il y a l'ego, il y a, tu sais, j'entends plus que ce que tu me dis ou ce que tu me montres. Ça, c'est un maintenant. Mais même, mettons, je pense quand j'étais gestionnaire au début ou, tu sais, même par le passé, j'ai tout le temps un peu été, non, tu ne marcheras pas dessus ou, tu sais, je fais des choix dans la vie, à un moment donné, fais les tiens. Moi, j'ai pas à subir ça. Puis, je vais faire les choix de jusqu'à où je suis prêt à aller. Mais comment tu fais pour fixer cette limite entre d'un côté ton empathie, puis ton amour pour les gens, et d'un autre côté, le fait de te protéger, de te préserver, parce que tu peux pas prendre la misère du monde, mais la frontière, elle est mince, si tu veux. Comment tu fais pour délimiter justement cette frontière? Ben, de me respecter moi suffisamment pour dire ça va trop loin. Puis de savoir c'est quoi tes valeurs. Qu'est-ce qui passe pas pour toi? C'est sûr que préalablement, si tu t'es jamais posé la question qu'est-ce qui passe pour toi ou pas, là, tu te fais barouetter par la vie, par les gens, bien. Mais le jour où tu vas dire non, ça pour moi, c'est catégorique, ça ne passe pas, puis j'ai pas bâti tout ça pour avoir quelqu'un qui s'en va à l'inverse dans les valeurs. No way. Hein? Je veux dire, on travaille fort, puis pas juste les dirigeants, je veux dire, toute l'équipe, là. Combien de personnes il y avait peut-être justement des problèmes familiaux, puis qui est revenu, qui les a mis à la porte, qui s'est levé les manches, puis qui a fait de son mieux. Fait que pourquoi toi, on tolérerait que tu fais pas de ton mieux? Puis c'est là la différence entre
je suis prête à aller loin parce que tu lui fais de ton mieux, puis je constate que tu as besoin d'aide, faire un bout de chemin, je vais être là. Et comment tu détermines justement la proximité que tu vas avoir avec les gens? Je t'explique pourquoi je te pose cette question. C'est que tu vois, plus l'agence, elle grandit, moins j'arrive à être proche des gens avec lesquels je ne suis pas amené à travailler. Parce que, encore une fois, je travaille pas avec eux. Et il y a aussi une autre chose, c'est que, plus l'entreprise, elle grandit, plus c'est bon, j'ai vu ce que c'était que de recevoir le stagiaire, le premier ci, le premier ça. Et, c'est vrai que ça m'excite un petit peu moins, tu vois, des 5 à 7 d'entreprise. Toi, t'es dans l'entreprise depuis 6 mois, fait que c'est le 6e. Moi, c'est le 150e. Donc, si tu veux, comment tu gères justement ça, avec les gens pour aller chercher cette proximité? Tout en étant capable aussi de te rendre compte, si jamais tu l'as vécu, moi c'est mon cas, qu'il faut pas être trop proche. C'est-à-dire que moi, il y a des gens dans l'entreprise, il y a plein de trucs, je veux pas savoir. Quand des fois j'ai des employés qui ont la langue facile, on va dire, et je dis ça je veux pas savoir. Je veux pas savoir parce que je suis pas censé avoir de préférence entre mes employés. Enfin, peut-être que je suis censé, mais j'en ai pas. Et je veux pas en avoir. Et du coup, mais d'un autre côté, si je suis pas au courant de telle chose, on pourrait aussi me le reprocher en disant ouais, mais tu te rends pas compte, elle vient de perdre sa mère. Alors, je ne savais pas. Moi, j'ai perdu la mienne le 4 août 2017 à 17h22. Personne n'était au courant parce que je suis arrivé dans l'entreprise et je reste un humain. On peut pas me mettre la casquette de « ouais, mais toi, t'es dirigeant ». Mais ça veut rien dire. J'ai pas une armure Iron Man qui fait que… Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut faire la part des choses. Et certaines personnes pourraient dire « ouais, mais attends, on est humain ». Mais je dis pas le contraire. Et justement, c'est ça ma question. C'est comment on fait pour… Parce que pour moi, une entreprise, c'est un groupe d'humains qui n'a pas choisi de travailler ensemble en passant. Parce que, et ils doivent quand même cohabiter dans un bureau, dans une entreprise. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs rêves, ils ont leur ego, ils ont leurs objectifs. Comment on fait pour fédérer? Comment on fait pour aller chercher cette proximité, pour être capable justement de voir qui souffre et qui souffre pas, qui fait du cinéma, qui a besoin d'attention, je trouve ça tellement complexe. Ça l'est aussi, puis je pense pas qu'il y a de réponse unique à ça aussi, là. Tu sais, chaque entreprise va se bâtir une culture, va décider de c'est quoi notre vibe à nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais tu sais, comme dans mon cas, même dans le temps, mettons, j'étais gestionnaire, j'avais 125 employés. J'avais Attends, je te serre la main. Puis j'étais jeune, j'avais l'homme de la situation. 25 ans quand que T'avais 25 ans? Ouais. T'as géré 125 employés, t'avais 25 ans. Puis au début, on m'a dit « have fun, tu gères Montréal-Laval avec les employés ». Évidemment, là, moi, j'étais arrivée avec une gestion différente de l'autre avant. Il y a du monde qui a levé les pieds, il a fallu que je réembauche. Fait que tu sais, j'ai appris à la dure, mais honnêtement, j'étais là à peu près 5 ans, je pense. J'ai appris, tu sais, solidement. Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les 3-4 leçons que tu as appris en gérant autant de monde? Parce que c'est énorme. En fait, ce que je veux dire, c'est que je reçois des gens qui ont dirigé, qui sont à la tête de groupes de 500 personnes, mais ils ne dirigent pas 500 personnes, c'est pas vrai. Ça se trouve, ils dirigent 5 personnes qui sont les vice-présidents, machin. Quand tu es à la tête de 120 personnes, je me doute que tu as des managers, des sous-managers, etc. Mais quand tu gères autant de monde, tu as appris quoi? Écoute, beaucoup de choses, puis c'est probablement pas les seuls, tu sais, quelqu'un d'autre pour avoir eu une autre expérience que la mienne, mais moi, personnellement, j'ai mis mes limites, mis mes barrières, j'ai partagé mes valeurs, j'ai partagé qu'est-ce qui ne passerait plus jamais, puis juste qu'est-ce que moi, je serais allée. Fait que, tu sais, souvent, on me disait que j'étais une main de fer dans un gant de velours, mais j'étais ultra exigeante, puis je le suis envers moi aussi. Fait que, tu sais, ça, des fois, même, faut que je fasse attention parce que je le suis beaucoup envers moi. Des fois, je me dis, OK, ça s'impose à quelqu'un d'autre. Des fois, je sais pas. Mais en même temps, j'ai tendance, c'est sûr que, on traîne les pieds, ça vient me chercher, tu sais. On y va, s'il vous plaît. Mais tu sais, ça, justement, je me connais. Puis des fois, je me dis, OK, à quel point c'est justifié ton intensité? Est-ce que tu débordes ou pas? Mais j'avais mis plein de structures. J'ai partagé mes valeurs. J'ai été chercher des gens qu'on était d'accord sur des points qui, pour moi, étaient essentiels. Je revenais à la même affaire que même si t'es le top de l'équipe, si tu t'en vas dans l'autre direction, dans ton comportement ou entre les deux oreilles, ou qu'est-ce qui est important pour toi, je suis prête à me passer de tes bons talents. T'iras être merveilleux ailleurs. Et j'ai une question, mais je sais pas si tu vas pouvoir me répondre vraiment. Est-ce que t'étais le genre de boss où il y en a quand même certains quand ils vont dans ton bureau, ils sont un peu intimidés, on va dire, parce que on savent que je pense un petit peu à ce moment-là parce que j'étais à la fois friendly puis à la fois tu sais comme sévère, mettons. Ouais, c'est ça. Mais puis j'étais jeune aussi, hein, tu sais, j'étais pas aussi dans
Aujourd'hui, probablement que ça serait un peu différent. Je suis plus solide dans mes bottes, j'en ai vu plus, tu sais, j'ai vieilli. À ce moment-là, la moitié de mon personnel était plus vieux que moi, tu sais. Oui. Puis, fait que là, j'arrivais déjà avec l'ego, avec un peu l'imposteur, avec en même temps la fierté, tu sais, un peu plein d'affaires mélangées. Puis, j'étais pas outillée justement au coaching et tout. Fait que, c'est pas la même posture exactement, mais... puis j'ai fait une très bonne job. J'étais dans les top gestionnaires là-bas. J'ai vraiment livré, tu sais, mais... Est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu dans la solitude du manager ou pas? Parce qu'on parle souvent de ça, des managers qui se sentent isolés, qui se sentent... J'en parlais la dernière fois aussi. Tu vois, par exemple, typiquement... tu vas à table manger avec les gens, c'est pas la même ambiance. Tu te retrouves à un 5 à 7, un dîner, toi t'es là et en face de toi, limite, tu t'es retrouvé en face de Cynthia. Tu sais, genre, mais attends, ça nous arrive, même encore aujourd'hui, là, tu sais, les gars à l'achat, tout ça, je les connais moins. Des fois, j'arrive, je suis comme allô, puis je me dis, c'est quoi mon rôle à leur parler? Je veux qu'ils me connaissent, je vais aller me présenter. Des fois, j'ai rien à leur dire, je sais pas quoi leur dire. Je m'en vais me présenter, salut, tu sais. Je leur pose des questions un peu, puis vu que je leur parle pas beaucoup, je me dis, mets de la profondeur dans, tu sais, découvre l'humain. Parce que moi, je te dis, il fait beau, ils sont fous, merci, bye, chacun. Tu sais, fait que je veux plus demander, tu sais, qu'est-ce que t'aimes ici, qu'est-ce qui est important pour toi, tu te vois-tu ici dans 5 ans, j'essaie d'avoir plus. Tu dois les mettre à l'aise, toi, quand tu vas les voir comme ça. En même temps, non, mais j'arrive pas, mais tu sais, je vais jaser un peu plus, small talk, ça fait ça, on parle. Mais pour vrai, je me dis, tant qu'à être là, apprends quelque chose de pertinent, tu sais, puis de montrer un petit bout de, peut-être de moi, justement, qu'il y a une accessibilité, même si, peut-être qu'ils me trouvent vraiment accessible parce que je suis peut-être pas, tu sais, je suis pas souvent là physiquement avec eux. Mais il y a aussi la capacité à nouer des liens, on va dire, à trouver des atomes crochus, dans le sens où, moi, par exemple, des fois, je me retrouve dans une situation où, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans, je suis plutôt ambitieux, plutôt ci, plutôt ça. Et je me retrouve à parler avec quelqu'un qui a, par exemple, 25 ans, qui est un de mes employés, qui sait pas forcément ce qu'il veut faire dans la vie, etc. Et j'essaye de m'intéresser à cette personne et je me rends compte que parfois, je peux être maladroit parce que je vais poser des questions qui m'intéressent vraiment, comme, c'est quoi tes passions dans la vie, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Mais je vais rapidement être dans un mode, pas de performance, mais, tu sais, la personne, elle va limite se demander si elle passe un interrogatoire. Et ça, c'est peut-être parce que je suis mal à l'aise. Et je me retrouve dans une situation où je me dis, je les comprends pas, dans le sens où, par exemple, je sais, et du coup, vu que je les comprends pas, je peux faire des maladresses, justement, et moi-même, je peux être mal à l'aise. Parce que je me dis, mais je sais pas quoi leur dire, moi, de toute façon, je les connais pas, puis je veux pas franchir une certaine limite non plus. Eux, ils sont pas forcément à l'aise parce que je suis le dirigeant, donc même chose. Il y en a, je vais les voir juste pour leur dire comment ça va dans l'open space, et je vois dans la personne qu'elle flippe, qu'elle est là en train de se dire, qu'est-ce qu'il va me dire? En fait, je suis juste venu voir comme si ça allait. Juste venu voir si ça allait, comment s'était passé ta première semaine. Super, c'est bien. Et je me dis, mais attends, mais est-ce que je suis un boss tyrannique ou quoi? Non. Et tu vois, il y a ce côté-là. Mais eux, ils ont un bout de chemin à faire aussi, là. Tu sais, c'est pas à propos de toi quand lui est mal à l'aise, c'est à propos de lui, là. Moi, je le prends pour moi. Je me dis, c'est peut-être moi qui renvoie pas la bonne image ou. Mais en même temps, peu importe si toi, imagine que tu es face à quelqu'un qui est solide. Tu sais, qui est pas mal à l'aise. Peu importe l'approche que tu vas avoir, penses-tu qu'il va être mal à l'aise? Ben non. Fait que c'est pas toi la différence. C'est lui. Lui, il est rendu là. OK, je comprends. Puis là, s'il serait 100% sûr de lui dans ses bottes, il te regarderait content, puis il te serrerait la main, puis il serait juste comme... C'est parce que je vois tellement de gens qui se remettent jamais en question que j'ai la phobie que ça m'arrive. Et donc, j'essaye vraiment de me remettre en question, mais tous les jours, quoi. C'est correct aussi, là. Ouais, mais des fois, je franchis une limite parce que si quelqu'un est pas forcément à l'aise avec moi, ma première réaction, ça va être de voir, OK, qu'est-ce que j'ai pu faire ou dire pour qu'il soit pas à l'aise? Et si je trouve pas, parce qu'en fait, il y a rien, ça peut me travailler. Et en fait, non, mais c'est parce que le problème, il est pas de ton bord. Mais je peux pas le savoir. Tu vois? Ben, c'est ça, il y a des bouts qui y appartiennent. Tu sais, c'est bien de toi de poser la question, mais après ça, quand tu dis, peut-être que je suis arrivée, j'étais un petit peu trop. OK, corrige-toi. Mais si tu revois ce que tu as fait, puis tu dis, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais pu faire de différent aujourd'hui au vu de mes connaissances jour J. Ben, parfait. C'était correct, ce que tu as fait.
Tu sais, puis quand tu dis qu'est-ce que je leur dis, des fois, j'ai rien à leur dire. Je fais juste essayer d'être humaine, d'être là. C'est Cynthia qui vient de serrer la main. C'est pas ta boss, c'est pas je sais pas qui. Ah, mais c'est facile pour nous de dire ça, mais c'est effectivement. Pour lui, c'est ce qu'il reçoit. Mais moi, j'arrive avec l'énergie de c'est juste moi qui viens de saluer parce que tu t'en viens chez nous. C'est chez nous, là. T'es dans l'usine, mais t'es dans mon salon. C'est, tu sais, le bâti, ça. Fait que quelqu'un qui rentre chez nous, ben oui, je m'en viens le voir à la porte. Salut, tu sais, je viens t'accueillir. Tu t'en viens chez nous. C'est ça. Ok, ouais, non, je comprends. C'est aussi simple que ça. Toi, là, dans ton entreprise, c'est quoi la moyenne d'âge? Ben, ça varie. Je te dirais, il y en a qui sont plus jeunes. On a une couple qui sont dans vingtaine. Okay. On a une couple qui sont dans trentaine. Puis on a une couple qui sont plus vieux. Ok, c'est bon. Ah, mais c'est intéressant. Ça veut dire que on va parler de génération, t'as un peu genre 3 générations. Comment t'arrives à gérer justement ces différences de génération entre la vingtaine et la quarantaine, par exemple, qui sont quand même des fois avec des valeurs un peu différentes? Ouais, ben ça, en même temps, on essaie de tricoter dans de quoi tu as besoin. Il y en a qui c'est plus tu sais, sont plus seniors, puis tout ça, il y en a vu d'autres. Je dis, ce qu'ils veulent, c'est de l'autonomie. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur fournisses qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire bien ce qu'ils savent déjà faire. Puis c'est correct qu'on va leur permettre du lousse, entre guillemets. Je dis, fais tes choses, puis ils prennent de l'autonomie, puis du lead. Puis en même temps, pour nous, c'est une bonne chose aussi parce que ça te fait des piliers solides après ça, tu sais, sur qui tu peux compter, puis qui... tu sais, dans la délégation, tu veux déléguer des responsabilités, pas des tâches. Ça, c'est la pire affaire. C'est pas une vraie délégation de dire, je t'ai donné la to-do. Non, on donne pas la to-do. Donne-y, c'est quoi le KPI à aller chercher? C'est quoi une vraie délégation? Donne-y du lead. Ben, du coup, là, je vais mentionner Alain, le gars qui a installé mon arrosage automatique hier, qui travaille avec ses 2 fils. Et lui, c'est le cliché du gars, qui casse du sucre sur le dos de la génération avec ses fils derrière. C'était génial. Je pense pas qu'il écoute mes balados. Il dit ouais. Et en gros, il me fait ouais, de toute façon, les jeunes, ils veulent plus rien foutre. Ils ont tout dans les mains tout de suite. Et moi, je l'écoute, je suis comme ça. C'est quoi le point avec le jet d'eau? mais c'est intéressant, tu vois. Et et j'essaie même, je le chauffe un peu, tu vois. Je dis, et du coup, à ton avis, Alain, c'est dû à quoi? Alors, il m'a fait une réponse. C'est à cause de leur petit téléphone. Je fais, oh là là, je vais regretter ma question. Je fais quoi? Bref, il part dans son délire. Et je lui dis, ah, ok, donc pour toi, la génération là actuellement, elle veut pas travailler. Et en fait, il me dit, bah ils veulent tout de suite. Oh, c'est génial. Mais je me dis, mais toi, si c'était tes employés, pas juste tes fils derrière, tu prends des risques quand même. Et ils veulent pas prendre de responsabilité. À un moment donné, ils vont lever les pattes probablement, tu sais. Ouais, bah en tout cas, moi ça m'a fait rire parce que je me dis, mais mon gars, mais comment tu parles? Et mais il me dit, ils veulent pas prendre de responsabilité. Non, et par contre, c'est pas le seul qui me dit ça. Je sais, on l'entend beaucoup, mais je suis pas sûre d'être d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, chaque génération a un pouls un peu différent. Là. Des fois, l'écart est plus grand. Mais regarde juste, mettons, notre génération versus nos parents. J'ai pas vécu la même affaire qu'eux autres exactement. On n'était pas nécessairement d'accord. Ça fait qu'ils faisaient, ça me sort de ma zone de confort. C'était pas même quand j'étais jeune. Ben oui. Puis nous aussi, aujourd'hui, on a vieilli. Puis les jeunes, il y a des choses qui sont nouvelles. Exactement. Fait qu'il y a quelque chose à adapter, je suis d'accord, qui est différent. Est-ce que ça veut dire qu'il veut pas travailler, qu'il n'y a pas d'ambition, qu'il n'y a pas de rêve, mais non. Il y a peut-être une façon de l'apprivoiser différemment. Évidemment, il y a des choses qui ont changé. Il grandit pas dans le même contexte que nous. C'est juste la technologie, un paquet d'affaires. Mais justement, c'est ça que j'ai pu constater. Ouais. Encore une fois, j'avais déjà, je pense, pris cet exemple, mais j'ai une cliente qui m'avait dit la dernière fois, on discutait, elle est dirigeante d'une entreprise, peut-être 10-15 personnes, et elle me dit comme ça, tiens, ce matin, j'ai passé 2 entretiens. Puis en fait, après, elle me faisait comprendre que c'était une joke, entre guillemets, enfin, une tournure de phrase pour me faire comprendre que c'était pas elle qui faisait passer les entretiens aux candidats, mais que c'était l'inverse. Ouais. Elle me dit donc, j'espère que je les ai réussis, mais je suis pas sûr. Et donc, je pensais, je voyais qu'elle voulait qu'on en parle, donc on en a discuté un petit peu. Et c'est vrai que j'ai pu constater chez certains dirigeants qu'il y a une espèce d'incompréhension totale sur la façon de recruter les nouvelles générations, la façon de les garder aussi, parce que la problématique, c'est que c'est pas du tout les mêmes valeurs nécessairement, et ça peut être compliqué d'avoir une entreprise qui met tout le monde d'accord. Par exemple, peut-être que, et là je vais prendre des exemples que j'invente, mais peut-être que la génération 20-25 ans qui arrive, elle, son truc, c'est, je sais pas moi, de faire des parties au bureau, d'avoir des bières le vendredi, machin. Puis l'autre génération qui est là de, je sais pas, 40 ans, elle, c'est de faire 9h, 5h, d'avoir un bon fonds de pension, machin. Et le truc, c'est que le patron pourrait dire, mais attends, c'est parce que moi, si je fais les bières au bureau, les parties, les machins, ça a un coût. Donc forcément, cet argent, faut que je le prenne quelque part. Donc si je le prends là, je déshabille Paul pour habiller Jacques.
c'est un exemple rapide pour pas mettre 1000 ans à mettre mon point. Ouais. Mais il n'empêche que c'est réel, c'est-à-dire que effectivement, les générations aujourd'hui évoluent, ont des besoins, des envies différentes. Et comment faire pour concilier tous ces intérêts-là? Tu vois, c'est un peu mon point. Mais en même temps, des fois, je trouve qu'on devrait juste revenir à l'essentiel pas à la base. Tu sais, j'ai entendu à un moment donné, il disait, on se rassemble pour des valeurs, on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Puis je pense encore que c'est vrai. Regarde une famille, mettons. On est tous dans le même party, on est tous là pour un enfant, une fête d'enfant, on est tous là pour un anniversaire de mariage, pour la fête de quelqu'un, pour rien. On a décidé de se rassembler. Là-dedans, il y a des jeunes, des vieux, des enfants, du monde de carrière, pas ci, pas ça. Pourtant, on arrive tous à avoir du fun ici aujourd'hui. Tu sais. Ouais, enfin, pas toutes les familles, hein. Oui, c'est vrai, pas toutes les familles. Mais je veux dire, c'est quand même possible. Fait que dans l'entreprise, ça revient à qu'est-ce qu'on veut créer, puis après ça, si la culture te fait pas ici, ben peut-être que t'es mieux ailleurs. Puis tu sais, si on dans un esprit, tu sais, comme nous, exemple, c'est familial, rassemblement, on veut laisser la place à chacun. Justement, quand on organise quelque chose, les plus jeunes, effectivement, sont plus présents. Il y en a qui n'ont pas le goût de venir. Je vais pas te talonner de dire que tu es obligé de venir. Je vais dire, by the way, si ça te tente de venir jaser, comment tu finisses ton chiffre, viens faire un tour à l'usine. Et quelqu'un qui vient jamais, ou est-ce que tu t'en fiches totalement, ou est-ce que tu te dis, t'organises un truc, la personne elle vient pas voir, elle vient jamais. Est-ce que tu te dis, il est pas très impliqué, ou vraiment tu fais abstraction et tu te dis, oh, je m'en fiche? Ça serait plus dans le milieu, dans le sens où si tu veux pas venir, je vois pas nécessairement le plus-value à t'obliger nécessairement. Clairement. Mais je m'en foutrais pas non plus. Probablement que je viendrais poser des questions. Ok, donc mettons, il te dit, non, moi, ça m'intéresse pas trop. Je sais pas, il est pas à l'aise. Ça veut même pas dire qu'il est pas bien dans l'entreprise, hein. Mais, il est pas à l'aise avec les collègues, il aime pas trop. Mettons, ça déborde un peu sur les heures normales du travail, donc ça l'intéresse pas de rester après 5 heures, tu vois? Ouais, mais en même temps, peut-être que j'essaierais de le convaincre de venir, comme on en a un, là, justement, qui vient, très, très rarement. Ouais. Mais justement, il y a des choses qu'on va plus se dire, tu sais, ça compterait pour nous, c'était là. Fait quelque chose de plus spécial, comme exemple, party de Noël, ou quelque chose qui est pas le petit barbecue d'été, là, ou je sais pas quoi. L'année passée, on avait passé dans une revue, puis on a passé à une émission à TVA. Puis ils nous ont envoyé des drones à l'usine, faire des photos, puis tout ça qui allait être mis dans le montage. Puis là, on a invité une bonne partie de l'équipe qui était là. On avait mis notre usine avec la nouvelle affiche, la bannière qu'on venait d'installer en plus, les camions lettrés. Puis on avait dit à une bonne partie de l'équipe, si vous pouvez venir dans telle heure et telle heure, on serait bien content. Ben justement, ça, c'en est un qui participe jamais, puis qu'on lui a dit, tu sais, on serait vraiment content si tu serais là. Puis il est venu, tu sais. OK. Mais on s'associe dans nos valeurs, justement. Et nous respecte, on le respecte. Je comprends que t'es pas tout le temps là, puis c'est correct. Ça serait important pour nous parce qu'on est fiers que t'es avec nous, il est fier d'être avec nous, ben on serait content. Il est venu avec son chandail, tu sais, on était bien content. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est plein d'affaires, c'est gris. Non, c'est ça, et c'est vrai que c'est des choses que je découvre aussi encore, c'est-à-dire que même si ça fait 10 ans, quand on a fondé My Little Big Web avec Eugénie, on avait 25 ans. Ouais. Moi, j'ai jamais dirigé d'entreprise avant. Les gens avec qui je travaillais, ils avaient mon âge quasiment ou un petit peu plus vieux, et j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et au fur et à mesure, voilà, ça a évolué. Il y a eu pas mal de choses que j'ai découvertes, mais vraiment, une des choses qui m'intrigue le plus, parce que c'est celle sur laquelle je suis le moins bon, c'est la gestion des gens, en fait. Encore une fois, je vais toujours avoir tendance à me dire, OK, lui, il vient tous les jours au bureau, lui, il vient jamais. Pourquoi? Pourtant, celui qui vient jamais, il peut être dans l'entreprise depuis 5 ou 6 ans, hein. Puis c'est pas le problème. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il reste encore avec nous, alors que, quitte à travailler que de chez lui, il pourrait peut-être faire autre chose, mais peut-être, et j'ai envie d'aller voir cette personne et de le motiver, etc. D'un autre côté, je me dis, attends, faut que je fasse attention parce que c'est pas ma job. Puis si je commence à faire ça, je peux me retrouver dans une situation qui m'est déjà arrivée. Par exemple, je fais un truc, gratuitement, entre guillemets, si tu veux, sans arrière-pensée, et ça me retombe dessus. Parce que, t'es allé voir lui, mais pourquoi t'es pas allé voir lui, puis lui? C'est parce que j'avais une opportunité à un moment d'aller voir lui, mais j'ai pas une préférence avec lui, c'est juste que là, puis ça, je dis, j'aurais peut-être dû rester dans mon bureau, finalement. Mais en même temps, vois-tu, je trouve ça drôle. C'est comme si, imagine, t'avais un paquet d'enfants, puis là, un dirait, oui, mais là, t'es là. Complètement. Ouais. Complètement. C'est juste humain. Des fois, c'est juste revenir plus simple. J'ai parlé à lui parce qu'il était pas là. Je veux juste te montrer de la reconnaissance. On s'en fout pas. On s'en est rendu compte que t'étais pas là, tu sais. Fait que c'est pas comme si t'étais en dessous du tapis, tu sais. On s'en est rendu compte. Ça nous ferait plaisir si tu serais là. Après ça, si tu viens pas, c'est autre chose. Même si tu
Ah, toi aussi, tu veux, je te parle, ben parfait. Toi, t'étais-tu là? Viens-t'en, tu venais? Qu'est-ce que t'as à me dire? Tu sais, ça m'a fait mes enfants, si je parle à un, puis ils me disent, pourquoi l'autre a eu ça? Je me dis, parfait, toi aussi, t'as le goût de me raconter quelque chose, là, si je t'écoute, tu sais. Ah là là. Là, évidemment, j'arriverai pas avec impédance, là, c'est pas ça. Non, évidemment, mais pas évidemment. Du tout, là, je le fais à la Bien blague sûr. un peu, tu sais, c'est pas dans l'arrogance, mais en voulant dire que des fois, on se met une pression énorme, puis en même temps, l'autre, mais moi, parfait, toi aussi, tu veux me parler de quoi t'as besoin, toi, tu sais. Ouais. Donc finalement, si je résume, il faut être capable d'être quand même assez accessible, assez empathique, mais fixer quand même des limites pour pas se laisser bouffer et j'allais dire pas se laisser attendrir, mais c'est en tant que dirigeant, on doit quand même garder une certaine posture malgré tout, parce que encore une fois, il y a des décisions à prendre et je pense que il y a déjà plein de façons de diriger, évidemment, mais une des choses qui est assez constante quand même parmi les gens avec lesquels je parle, c'est qu'il faut être capable quand même de se forger une carapace, parce que nous, les dirigeants, on est à ce poste-là pour prendre des décisions. Alors, des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont mauvaises, mais ça arrive aussi régulièrement qu'elles soient difficiles à prendre. Et si on met pas une certaine distance et qu'on se laisse, si tu veux, influencer par trop d'émotions, trop d'humains, trop de ci, trop de ça, ben en fait, en bout de ligne, faut pas oublier qu'on a une entreprise à bâtir, à développer, à défendre. Et je pense que beaucoup de dirigeants doivent effectivement prendre conscience de ça, que ce soit des dirigeants en devenir ou des dirigeants qui sont à la tête d'une entreprise et qui en fait, à un moment, parce que ça c'est ce que j'ai constaté depuis la Covid, je trouve qu'il y a beaucoup de managers et de dirigeants exténués, fatigués, à bout de souffle. Alors, est-ce que c'est la Covid? Est-ce que c'est la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que je sais pas, mais j'ai pu sentir quand même une certaine détresse psychologique chez les dirigeants. Et justement, je voulais t'entendre à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu l'as vu aussi, ça, cette souffrance qu'il peut y avoir? Et selon toi, elle vient d'où, cette souffrance? Ben, oui, je le vois, puis je l'entends souvent. Tu sais, autant il y a des gens, je trouve que ça va bien, puis d'autres qui ils arrivent, puis sont tellement dans tout leur blocage de saturation, des fois découragés d'essayer, puis que ça marche pas. Puis on revient un peu à te former, des bonnes pratiques, le mental. Le premier parallèle qui me vient à l'esprit, c'est l'armée, parce que j'ai travaillé plusieurs années pour l'armée. Ah, OK. Avant, tu sais, tantôt tu disais une carapace, je me l'ai forgée. J'ai travaillé beaucoup dans des domaines de construction, armée, chez Caterpillar, tu sais, j'ai rentré dans des domaines où est-ce que des fois ça marche bien carré, puis si tu fais pas ta place, ils te la donneront pas. Fait que toi, tu fais de la faire. Mais mettons le parallèle avec l'armée, là. Tu sais, en même temps, pour mener une mission à bien, il y a un côté qui est très capable de prendre des décisions. Il y a un leader, c'est stratégique, il y a un côté qui est, mettons, la carapace qui est solide. L'autre côté, il y a un côté qui est ultra humain, là. Ben, c'est ça. On laisse pas un homme derrière. Tu vas former tes gens, tu vas rallier tes troupes, tu vas les motiver, tu vas préserver leur mindset, tu vas prendre les coups de ton équipe. Fait ça fait que ce sont vraiment des valeurs méga centrales. Moi, je pense. C'est ça. C'est une ligne directrice. Oui. Tu sais, il faut que tu sois solide dans tes bottes, puis t'es là pour, tu sais, comme un bon manager, jamais tu vas aller planter ton employé, par exemple. Tu sais, un client est pas content, tu sais pas, oui, mais c'est pas moi, c'est lui. Non, clairement. Non, c'est toi le rempart, c'est toi qui arrêtes ça là, puis assume qu'est-ce qu'il y a, puis toi, après ça, va gérer ce que tu as géré de l'autre côté, tu sais. Mais il y a un côté qui est très solide, mais tu peux pas le faire sans ton équipe. T'es pas tout seul à tenir ta pyramide debout, je te le dis, elle tiendra pas. Fait qu'il y a un côté qui a pas le choix de prendre soin de l'humain, puis honnêtement, t'as tout à gagner, là. Parce que même si t'es le meilleur de même avec ta torche, là, je veux dire, l'autre qui sont peut-être un petit peu moins bons que toi, mais qui sont sans, je dis ça de même, là, mais tu risques de te faire shifter, tu sais. Fait que, tu sais, c'est dur de se passer de l'équipe, puis tu sais, quand on dit enjoy the journey, là, c'est ton équipe puis comment tu le vis qui va faire la différence. Parce que d'être seul en haut sur la montagne, la différence, c'est d'avoir monté avec tout le monde, puis on s'est tenu, puis on y va, puis quelqu'un te pousse dans le dos. Alors selon toi, cette détresse psychologique, cette solitude, est-ce que elle a toujours été, et nous on s'en rend compte là, parce que ça fait 10 ans qu'on est là, puis c'est une génération, puis ça a toujours été, ça le sera toujours, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment? Je pense que ça a toujours été, puis probablement que le fil était très mince, puis là il y a eu une vague, fait que tous ceux qui étaient sur des cure-dents, là. Une vague qui arrive quand t'es sur des cure-dents, ça ramasse, tu sais. Fait que je pense que ça a toujours été là. C'est peut-être moins communiqué, tu sais, comme maintenant, il y a plein d'affaires qu'on constate, mais il y a les médias sociaux, il y a le web. Fait qu'est-ce que c'était moins là? Non, on n'en parlait pas, ça se diffusait pas, puis c'était pas écrit dans les grands journaux, tu sais. Fait que c'était juste moins vu, moins, tu sais.
je pense quand même que ça revient à forme-toi, entoure-toi, préserve, mets tes limites, va chercher le soutien de ton équipe, mais il faut que tu sois là pour eux aussi pour qu'ils soient là pour toi. Tu sais, ça se passe dans les deux bords. Mais c'est ça. Ouais, fait ok. que, Je comprends. Mais effectivement, ouais, ça nécessite beaucoup de remise en question, je pense, beaucoup d'auto-analyse, etc. Et vu que j'adore les transitions, tu fais quoi au niveau marketing pour faire croître ton entreprise? Parce que j'ai regardé un peu ce que tu faisais autant sur les réseaux sociaux et j'ai regardé ton site internet, on en a jasé un petit peu. Vu que tu es dans la stratégie de croissance, pour moi, le marketing web, ça aide justement à la croissance. Vous faites des choses en particulier à ce niveau-là ou pas du tout? Ben en fait, pas suffisamment en ce moment. On a un site web qu'on a refait dans la dernière année que là, on a besoin de rafraîchir, mettre des nouvelles stratégies. Okay. On est en train de travailler à une grosse campagne d'10 ans. OK, ouais. Que ça, pour l'année prochaine, on compte faire un coup d'éclat. Okay. On a comme prévu ça en primeur. Fait que, tu sais, ça, on va faire beaucoup plus d'actions web. Honnêtement, jusqu'à présent, on est beaucoup sur LinkedIn. Puis dès qu'on est un peu plus sur LinkedIn, c'est dans notre cas, ça paraît. Ah oui. Facebook, on le fait un petit peu parce que c'est plus le côté candidature, tout ça. Puis ce qu'on a fait depuis des années, c'est plus comme un peu, on avait fait du Google Ads payant. Okay. Là, on a arrêté, mais on avait travaillé le SEO, le Google My Business, on essaie de mieux se référencer. Vous avez arrêté? À un moment donné, il y a eu les fermetures et compagnie et tout, puis dans notre cas, ça a fait très mal, ça a fait fermer l'entreprise pendant un certain temps, parce qu'on était seulement sur les chantiers de la construction. Dans le temps, on avait juste les unités mobiles, fait que par défaut, chantier fermé, fait que toi, t'as plus de cash. Finito, fait que là, c'était fini. Puis c'est là qu'on a fait un kit to do, on s'est viré de bord, on a ouvert une usine de fabrication, mais qui nous a demandé d'éjecter beaucoup de temps et d'argent. Et en même temps, on n'était pas prêt à se faire ramasser. Tu sais, le temps de setter puis tout ça, fait qu'il y a des affaires qu'on a plus ralenti la visibilité parce qu'on était comme on va se casser la marboulette là, si ça rentre à pleine porte. Moi, ça c'est une question que je me pose souvent avec mes équipes, c'est que notre travail chez My Little Big Web, c'est de ramener des clients à nos clients ou de générer des ventes dans le cadre de boutiques en ligne. Fait que dans ma tête, quand j'ai cofondé My Little Big Web, c'était sûr que nous, on serait jamais tassé sur le côté parce qu'on était trop important, même plus important que l'équipe de vente. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'il y a des difficultés en entreprise, je sais pas si on fait partie des premiers trucs qui sautent, mais en tout cas, on saute. Et je me dis, mais attends, mais ça fait pas de sens. C'est moi qui t'amène des mandats, c'est moi qui t'amène de la visibilité, c'est moi qui t'amène du trafic. Fait que je suis le dernier que tu devrais faire sauter. Et pourtant, il y a ça où on met le projet de site web sur pause parce que on a une galère. Mais c'est ça ta galère, c'est de pas avoir un site web qui te défend. Et du coup, vu que c'est un peu aussi ce que t'as fait, je suis obligé de te demander, mais pourquoi? Je dois comprendre. C'est la pire chose à faire de réduire le marketing. T'as raison, mais en même temps, tu sais, si l'opérationnel à l'interne ne roule pas puis que t'es short, tu sais, je veux dire. De un, comme exemple dans notre cas, on a investi pour l'usine de fabrication. Mon budget, j'étais pas capable de le mettre en même temps sur de la pub puis en même temps monter l'usine. Ça m'aurait obligé à faire x2, fait que mon usine n'aurait pas été prête puis toi, tu m'aurais rentré du monde puis là, je t'ai donné une part du morceau, fait que j'ai pas fini ce que j'ai besoin de monter. De un. Puis de deux, comme je te dis, pour cette deuxième division-là qu'on a montée, si je peux pas, puis tu sais, ça, je le vois des fois avec des clients, ils font très peu de visibilité, ou tu sais, même bouche à oreille, de un, c'était qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas, des fois de la peur de se mettre de l'avant, des fois ils communiquent mal, fait que même si tu donnes un mauvais message à une mauvaise personne, ça donnera pas grand-chose, même si tu avais le budget de feu. Fait que tu sais, des fois, il y a tout ça. Fait que oui, éventuellement, il faudrait que automatiser ou stabiliser tes ventes, tes rentrées. Mais si tu peux pas les prendre, tes clients, tu sais, ça arrive des fois que je vois des clients sont saturés puis ils me disent, je voudrais prendre un niveau de croissance. Ben, la première chose qu'on va travailler, c'est à créer de l'air. Parce que même si je t'amène une taille de clients, pas capable de les prendre. Ouais, non, bien sûr. Fait qu'il faut d'abord générer de l'espace, après, rends-en. C'est comme dans notre cas avec l'usine aussi, on a seté un paquet d'affaires. Là, on est en train de faire un nouveau mandat avec des ingénieurs industriels pour pouvoir doubler la capacité de production. OK. Là, je serais prête à dire go for it, ouvre les valves solides, parce que là, je vais pouvoir les servir, ces clients-là. Puis dans notre cas, en plus, dans notre positionnement, on a misé beaucoup sur la qualité et tout ça, ce qui est beaucoup d'entreprises. Il y a personne qui... Tu sais, du beau bon pas cher, c'est rare qu'on se positionne comme ça. Là, à part quand t'es Walmart, puis tu sais...
C'est difficile, ça. C'est d'aller jouer du coude solide sur un marché, là. Ouais. C'est rock'n'roll. D'ailleurs, tu dirais que le marché, alors pas forcément le tien, mais est-ce qu'on est plus sur la qualité, selon toi, ou le prix? C'est-à-dire, parce que je vois beaucoup dans mon domaine des agences qui vont chercher à se démarquer par le prix. Et moi, personnellement, si je suis retenu parce que je suis le moins cher, je le vis pas forcément bien. J'essaye vraiment plutôt de faire de la qualité, mais je me demande toujours si le prix l'emporte sur la qualité ou pas. Non, la qualité. La qualité, 2000 à l'heure. Puis dans notre cas aussi, ça arrive qu'on perd des soumissions parce qu'on n'était pas la moins chère. Puis sais-tu quoi, je suis bien à l'aise avec ça. Parce que si c'est ça que tu veux, t'es pas mon bon client. Puis des fois, je comprends qu'ils sont régis, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut livrer. Je veux pas te livrer ça sur la peau des fesses pour le moins cher. Je veux te livrer le top que tu vas avoir, ce que tu as besoin, puis qu'on va créer une relation sur le long terme. Fait que oui, des fois, peut-être je suis plus cher que le compétiteur, puis sais-tu quoi, ça le vaut. Puis tu vas continuer à venir pareil. Si c'est le prix, vas-y, va magasiner ailleurs, prends-le, tu reviendras. Oui, parce que finalement, tu le veux pas encore. S'il est dans cet état-là, ça sera même pas un bon client. Exactement. C'est ceux qui te demandent le prix le plus bas. En plus, c'est eux qui vont aller essayer de chercher des escomptes. Puis celui qui a pris le prix le plus cher, mais qui a dit, je sais que vous allez me donner du top-notch, de la qualité, du service après-vente, ben moi, c'est avec toi, je veux faire affaire. T'sais. Mais tu vois, c'est marrant ce que valeur. Ouais, clairement. Clairement. Nous, là, en ce moment, on est dans la vallée de la mort, dans le sens où on est en plein dans entre 25 et 50 employés. Tu sais, on dit souvent, entre 25 et 50, c'est le pire moment parce que, voilà, t'es trop gros pour certains clients et donc t'es trop cher. Puis t'es pas encore assez outillé, etc., pour aller chercher d'autres, etc. Souvent, il faut que tu changes tes stratégies. Tu t'amener là, tu ne mettras pas à quasiment même la culture de l'entreprise. Enfin, je veux dire, moi, quand je gérais 15 personnes, 20 personnes, j'ai vu la différence. Quand on est passé à 25, ce serait intéressant d'aller regarder qui était le 25e. D'accord. Qui a tout fait. C'est toi qui as foutu la merde. Et ben, j'ai vu la différence. J'ai tout de suite vu la différence qu'il fallait que j'aille chercher des ressources. En plus, c'est frustrant parce que ce sont des ressources qui, entre guillemets, ne produisent pas. Par exemple, un directeur des opérations, une directrice RH, elle produit pas. Une directrice marketing, elle produit pas. Donc, il contribue, mais ce sont des coûts qu'il faut absorber sur la prod. Et donc, il faut aller chercher plus de prod, mais j'ai pas assez de leads pour nourrir tout le monde. Donc, c'est ça la vallée de la mort, entre guillemets, c'est que tu te dis, mais ok, j'ai pas le choix. Par contre. Mais c'est un investissement. C'est comme mais bien sûr. Tu sais, comme dans le web. Il y a pas d'enjeu sur ça. On sait qu'on y va. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que on ne cherche pas à en sortir le plus vite possible, par contre. C'est-à-dire que, parce que c'est pas vrai que quand tu seras, si tu prends 50 mauvais collaborateurs, tu seras pas sorti de la vallée de la mort. Et en fait, aujourd'hui, une des choses que je retiens beaucoup dans ton discours et que je fais pas mal aussi, c'est que tu te dis, mais tu sais quoi? Moi, j'ai confiance en moi. Moi, je vais rester dans l'entreprise de toute façon. Et puis, j'ai pas peur de mourir de faim. Donc, en fait, personne n'est irremplaçable. Et au pire, si ça grossit pas aussi vite qu'on aimerait, c'est correct. Parce que je veux grossir avec les bonnes personnes, de la bonne manière, etc. Puis c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à être dans une période de croissance et de licencier du monde. Si je pense que ils vont freiner le vaisseau, exactement. C'est dangereux, tu m'en encore plus précaire. Puis je le fais aussi pour les nouveaux entrants, parce que mine de rien, c'est bête, mais quand tu recrutes des gens, tu apprends aussi de tes erreurs, c'est-à-dire il y a des profils que tu ne recruteras plus, et il y a peut-être aussi des profils que tu ne recruteras plus parce que l'entreprise n'a plus besoin de ces profils-là, elle a besoin de d'autres profils. Et ces nouveaux profils qui arrivent dans l'entreprise pour contribuer d'une certaine manière, eh bien, il faut leur ouvrir la voie et non pas qu'ils aient l'impression qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. La directrice des opérations qu'on a recrutée il y a pas longtemps travaillait dans une agence web avant nous. Et en fait, la raison pour laquelle elle a quitté, c'est parce que tout simplement, elle s'est rendue compte que elle ne pouvait pas mettre en place ce pourquoi on l'avait embauché. C'est là qu'on délègue pas des tâches, on délègue une responsabilité. C'est quoi ton attente vis-à-vis d'une personne? Redonner son pouvoir, tu l'as engagé pour qu'elle apporte de lui, permets-lui de le faire. Exactement. Il faut accepter que ça va évoluer, ça va changer, ça va innover, puis de laisser les personnes mettre leur grain de sel. C'est pas juste toi, tu sais, c'est
comme exemple, t'es dans une maison, t'as fait ta déco tout seul, une année, tes enfants sont là, t'es ci, t'es ça, ben oui, ça se peut que le décor change aussi. Ah, je te garantis, mon décor, il a beaucoup changé oui, depuis l'arrivée de mes fils. Mais c'est ça aussi, tu sais. Fait que dans l'entreprise aussi, si tu veux des leaders, puis tu veux une année dire, je suis capable d'aller en vacances, fermer mon téléphone, ben ça te prend des leaders. Si t'as jamais laissé le pouvoir puis leur responsabilité, t'en as pas de leader, c'est ça sera pas possible. Puis ça va toujours être précaire parce que c'est tout le temps sur un cure-dent. Ben, tout repose sur toi. Ben oui. Et c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui disent, moi, ça fait 5 ans que je suis pas parti en vacances. Ben oui. OK, ben, je te plains. Stress, mentalité. Et fragilité de l'entreprise. Ben oui, parce que ça veut dire que, mais attends, demain, tu te fais shooter par une voiture, t'es pendant 1 mois, alité. C'est ça. On fait quoi? Enfin, personnellement, j'ai souvent dit en fait à mes collaborateurs avec lesquels je travaille, je veux être important pour l'entreprise, mais pas indispensable. Je veux travailler sur l'entreprise, mais pas dans l'entreprise. Et ça, c'est pas des tournures de phrases pour faire genre, c'est la réalité. C'est-à-dire que personnellement, si demain je me sens pas bien, j'ai besoin d'un break parce que j'en ai gros là et que j'ai besoin pendant 5 jours de ne pas aller au bureau ou voire même de ne pas travailler pour aller m'isoler dans un chalet, peu importe, je veux pouvoir le faire parce que je pense que si je ne peux pas, l'entreprise va être beaucoup plus en danger parce qu'à un moment, il va y avoir un burn-out, il va y avoir une fracture et je pense vraiment que les dirigeants doivent tout faire pour travailler sur leur entreprise et pas dans leur entreprise. Et donc, si tu aimes, encore une fois, profondément faire des pâtisseries, ne te lance pas dans la gestion d'une pâtisserie. Sois pâtissier. Et je pense que c'est très important, encore une fois, parce que, encore une fois, on l'a dit au début, si tu te mets à penser que je suis bon pour faire des croissants, fait que je vais devenir boulanger, bah tu vas souffrir, mon gars. Mais tu sais, à moins que tu aies le goût de devenir gestionnaire, puis de partager, puis de former d'autres gens, puis de bâtir quelque chose, parce que tu sais, tu peux avoir une passion, vouloir la décupler, puis la travailler d'une autre façon. Mais c'est sûr que tu veux garder les 2 mains dedans, ou sinon engage-toi un DG. Parce que c'est sûr que tu plafonnes l'entreprise solide, puis tout va toujours être pas vendable, pas scalable, pas périn, c'est toujours précaire, ça va toujours être sur un fil. C'est pas ça que tu veux bâtir, là. Pour avoir une vraie, puis souvent, les gens vont dire une liberté. Souvent, ils se font de prison plus qu'une liberté. Exact. Justement, faut que tu changes la façon que tu le fais, que tu vas devenir un dirigeant, un vrai. Puis oui, tu devrais t'enlever de l'opérationnel. Tu sais, comme nous, on est 2. Évidemment, au début, on était les 2 complètement 100% opérationnels. Puis maintenant, je sais pas c'est quoi le ratio, mais tu sais, 50% et plus n'est pas opérationnel. Fait que oui, il y a des affaires qu'on fait, mais de moins en moins. Puis c'est ça le but. Parce que ma job, je veux le diriger, je veux donner la mission, aller chercher de la croissance, aller faire de la stratégie, brasser les affaires. Tu sais, souvent, je dis à mes clients un peu, tu sors, mets-toi en haut, joue ta game d'échecs, fais ta stratégie, là, t'as ton entreprise qui est là, ma plat, vas-y, fais du Tetris, joue avec, pendant que t'es dedans, tu vois rien. Mais tu vois, par exemple, je sais que Eugénie et moi, on est assez complémentaires, mais on est très différents. Mais c'est fou d'ailleurs. Enfin, je veux dire, je pense au niveau personnel. Il y a des trucs qui pour moi sont importants. Pour elle, c'est pas important du tout. Dans ça vous fait sûrement de belles forces aussi. Alors, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de communication. Ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on fait ça, donc oui. Mais ça n'a pas toujours été facile, malgré tout, de se répartir les tâches, parce qu'il y a d'un côté la répartition des tâches basée sur les compétences. Sachant que quand tu démarres, tu les as pas forcément. Anyway, on connaît pas les compétences ou les forces. Il y a la répartition des tâches en fonction de ce que chacun aime faire. Par exemple, ça m'est déjà arrivé que d'avoir des phases, et Eugénie aussi, où on était en train de se dire, ben moi là, j'aime pas ma job. C'est-à-dire qu'il y a rien dans ma semaine que je fais qui m'intéresse. Donc c'est de la souffrance. On fait ce qu'il y a à faire, mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon tu te dis mais en fait pourquoi je fais ça? Enfin, je me suis rendu jusque là. Pourquoi je m'impose ça? Donc, il y a ce sur quoi je suis bon. Par exemple, typiquement, Eugénie, elle est bonne en finance. Ça ne veut pas dire qu'elle aime faire de la finance. Mais si on regarde à l'échelle de l'intérêt de l'entreprise, c'est mieux que ce soit elle qui s'en occupe. Donc, il y a cette répartition aussi à ce niveau-là. Comment vous avez fait pour vous répartir les tâches avec ton conjoint? Ben déjà, on a commencé justement par ça, les compétences. Ça, c'est la première affaire. Il y a des affaires qui devaient être faites, t'aimes ça ou pas, c'est toi qui as le plus de connaissances ou de bagages pour le faire, vas-y. Mais avec le temps, tu sais, même exemple que tu parles d'Eugénie est bonne en finance, elle aime pas ça. Garde un œil sur tes finances éventuellement, mets quelqu'un qui s'occupe de tes finances.
Oui, bah, c'est c'est ce qu'on fait, mais ça prend quand même du temps. Parce que parler avec le fiscaliste, Ouais, parler ouais, avec ouais. le comptable, parler avec la technicienne comptable, Ouais. même si parce qu'on a ça, hein, on a une technicienne, on a un fiscaliste, Oui, on a un c'est comptable. ça. Bah, il faut quand même Nous autres, échanger c'est la avec même eux. affaire, là, tu sais, Ces gens-là ont des questions. Oui, effectivement. Mais, tu sais, on revient à la passion et à le sens. Tu sais, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que ça en vaut la chandelle? Ouais. Je pense pas que tu vas revenir nécessairement à 100% ce que t'aimes, parce que 100% tu pourrais faire des choses que t'aimes mais qui n'ont pas de valeur puis qui t'amènent pas nulle part. Et peut-être que t'aimerais plus à force de faire trop exactement, tu sais, fait que, et même, puis tu sais, je fais le parallèle, l'exemple avec des enfants. Est-ce que 100% de ce qu'on fait comme parents, des fois, on fait pas, j'irais prendre une marche. ça. Est-ce qu'on les aime à 100%? Non. Oui, mais c'est justement là tout le sens de ça. Ouais. Il y a des bouts que c'est pas le fun, puis il y a des bouts que c'est rock'n'roll, Ouais. mais ça vaut la chandelle. Fait que dans ton entreprise, c'est la même chose. Si tu fais 100% de quelque chose que t'aimes pas, Manu, tu vas peut-être te demander si tu restes là ou si tu t'en vas. Peut-être que tu devrais t'en aller. Mm. Il y en a qui cachent puis qui partent, puis c'est correct aussi. Mais si tu as choisi de rester là, puis je reviens à, tu as toujours des choix, là. T'es pas dans une prison. T'es pas obligé de garder le mauvais employé. T'es pas obligé de faire une fusion, de pas faire une fusion, de rester là. Tu as toujours le choix. Mm. Est-ce que tu veux la vendre? Non. Est-ce que tu veux fermer? Non. Ben, donc, tu fais le choix d'être ici. Donc, qu'est-ce que ça comporte? Au détriment de quoi? Et quand, es-tu prêt à faire ça? T'sais? Quand vous communiquez, vous deux, justement, comment vous faites la part des choses entre le personnel et le professionnel? Parce que mine de rien, bon, bah, c'est difficile. Des fois, on peut avoir tendance à un peu tout mélanger. Tu vois, par exemple, avec Eugénie, moi, je sais que, c'est pas qu'on mélange, enfin, on mélange, mais entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire que typiquement je vais dire bon bah là je vais aller chercher les enfants même si là c'est ton soir, là je vais faire telle affaire parce que je sais que bah t'as du travail, donc c'est dans le bon sens parce que si on n'était pas en business ensemble, je sais pas si je le ferais autant parce que il y aurait peut-être moins de compréhension. Ouais, exactement. Je me dirais bah organise-toi mieux. Sauf que là, je sais que c'est. Mais puis il y avait les deux à y gagner aussi là. Je veux dire, oui, exactement. C'est que l'autre met des efforts et compagnie. Je veux dire, on en profite. C'est évident. Et donc, mais on doit échanger ensuite sur les choses. Donc, je sais qu'avec Eugénie, on fait des débriefs des fois entre les enfants, l'éducation des enfants, qui s'occupe d'organiser les vacances parce que mine de rien, il y a plein de trucs qu'on fait. Genre là, je suis super fier parce que encore une fois, j'ai réussi en fait à trouver pour vraiment pas cher un costume pas de patrouille pour Halloween. Donc je tiens quand même à le montrer, c'est quand même pas mal. Je montre pas à la caméra, faut pas pousser. Mais ça m'a pris du temps. En tarif horaire, ce costume a coûté très cher. Et bon. C'est de la job en moins pour l'autre, entre guillemets. Donc, on se répartit les tâches et c'est difficile même des fois d'accorder une valeur parce que trouver le costume pas de patrouille de l'enfant pour Halloween versus elle qui parle avec le comptable sur, je sais pas, la déclaration de TPS TVQ. Moi, j'ai tendance à penser que son truc à elle, il est plus important, mais en fait, non, ça n'a rien à voir, c'est du personnel. Et comment vous répartissez les tâches, vous deux? Ben, tu sais, c'est sûr, des fois aussi, ça, tu sais, il y a du croisement, vie personnelle, travail. Puis là, des fois, on va dire qu'on parle pas de travail, là, on se prend un moment à nous, pas de job. Puis même des fois, on a dit, non, je te le dis plus tard. Il est 20h, on va peut-être pas en parler. Je suis sauvée pour dire, on a le contrat, je te le dis demain matin, tu sais. Puis, mais on s'est donné justement dans notre cas, chacun qu'est-ce qui est dans notre panier de responsabilité. Fait que souvent, on partage presque tout en information. Mais c'est clair, c'est la responsabilité de qui. Puis chacun a un veto de son côté. C'est-à-dire? Ben, qui a le droit de trancher. Ah oui, d'accord, c'est ça, il y aura pas de oui, c'est elle qui pas décide, c'est pas. Mais tu sais, chacun de notre bord, même si toi tu me dis que t'es pas d'accord, mais moi je suis convaincue que c'est oui, je vais aller de l'avant pareil, c'est de mon côté, vice versa. Ça déjà, des fois, ça a comme juste simplifié la conversation puis la communication. C'est important. Parce qu'il y a pas de revenez-y. On a déjà établi ça. Fait que même au moment de l'enjeu, parce que c'est pas au moment de l'enjeu qu'il faut établir ça, parce que là, c'est sûr, ça passera pas. Et faut pas non plus tomber sur la personne si elle a pris une mauvaise décision en disant, tu vois, je t'avais dit que c'était pas là, parce que là, tu l'enfonces encore plus. Je l'ai fait au mieux de tout ce que je sais puis de tout ce que je pense être bon pour nous, là. On s'entend, là. Puis on va écouter l'autre, c'est nous, tu sais. Un et l'autre, on va se conseiller ou, tu sais, donner notre opinion. Après ça, mais c'est à toi de faire le melting pot avec ça puis de prendre un bar. Fait que, des fois, il y a des affaires aussi, exemple, qu'il va me dire, il y en a plein ses bottes de son bar puis qu'il va me dire, je veux pas le savoir, tu sais. Parle-moi-en pas, je veux pas savoir. Moi, ça m'arrive. Parce que c'est trop lourd, tu sais, il est saturé à s'occuper de ce qu'il y a à faire ou, tu sais, vice versa. Règle, à moins que je peux-tu t'aider à quelque chose? Si la réponse est non, on en parlera du temps. Si je peux t'aider, dis-moi à quoi je peux t'aider, puis je veux juste savoir à quoi je peux t'aider, puis on parlera du reste plus tard, tu sais. Mais c'est vrai qu'une des choses que j'ai apprises, c'est à ne pas être trop curieux. C'est-à-dire qu'avant, je voulais un peu tout savoir par curiosité, et en fait, il y a des choses que je préfère pas savoir. Tu sais, des dossiers sur lesquels elle est.
non, mais j'en ai trop dans mon assiette, je veux pas savoir. Mais puis ça se peut que c'est stressant pour toi si en plus c'est pas ton expertise parce que tu te dis, mon Dieu, je sais Ouais. pas quoi faire avec ça. Non, mais Elle est peut-être à l'aise, elle dit, je sais quoi faire avec ça. Mais bien sûr, là. et il y a même des fois où j'ai vu que je faisais pire que mieux. C'est-à-dire que mon intervention, Ouais. vu que je suis pas bon là-dedans, ça Ouais. lui crée de la job en plus. Et encore une fois, je pense que c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître ses faiblesses. Un peu comme, je sais pas moi, le dirigeant, il est un petit peu impulsif, il prend son téléphone, il envoie chier le client, le partenaire ou le. Et après derrière, c'est les autres qui doivent ramasser. Ouais. Ça arrive, ça. Oui. Eh bien, moi je le dis à mes équipes. Vous voyez là, par exemple, on est dans une situation où je vous le dis d'avant, je me connais, je suis pas bon là. Je vais pas bien représenter la cause, donc je me tais, je reste en arrière. Et au moins comme ça, je peux pas faire de vagues. Et je pense que c'est très important de se connaître pour éviter, encore une fois, de mal servir son entreprise. Parce que l'entreprise en tant que telle, c'est un groupe de personnes, mais l'entreprise qui te paye, c'est un compte bancaire, c'est un logo, c'est un site web. Ça ne peut pas se représenter. Donc si tu fais des dégâts dans ton entreprise, l'entreprise te subit. Et c'est très important de pas penser que pour un dirigeant, l'entreprise, c'est moi. Ah non, c'est pas vrai, mon gars. L'entreprise, à partir du moment où tu n'es plus travailleur autonome, l'entreprise, ce n'est plus toi. Elle devrait être supportée par tout le monde, pour avoir son entité propre. Là, au contraire, tu sais, que les gens puissent s'y associer. Moi, j'aime encore plus ça quand tout le monde dit, hey, tu sais, puis ils parlent comme si c'était leur entreprise, puis chez nous, tu sais. C'est encore mieux. Parce que là, on est tous en train de bâtir notre rêve pour, tu sais, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux graver des échelons, tu veux faire former, tu veux atteindre tel niveau d'expertise. Moi, ça me fait grandir que toi, tu fasses ça. Et tu vois, par exemple, moi, je parle souvent de My Little Big Web à la troisième personne, c'est-à-dire que je dis plus souvent My Little Big Web plutôt que mon agence web ou mon entreprise. Je vais dire nous chez My Little Big Web, nous dans l'agence. Je sais pas pourquoi, c'est comme un tic de langage, mais je me sens pas de dire que c'est mon. Enfin, je veux dire, si, encore une fois, si Mathieu il était pas là pour monter les vidéos, si telle personne n'était pas là pour faire tel truc, mais en fait, il y aurait pas tout ça. On se parlerait pas aujourd'hui, tu vois, parce que là, moi, je discute avec toi et c'est super cool, mais c'est pas moi après qui fait le montage, qui fait les relances, qui fait les trucs. Et donc, eux sont en train de faire rouler d'autres choses ailleurs. Mais c'est clair, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup libéré. Quand j'ai commencé à me comporter comme ça, mais pas, attention, pas pour du paraître, mais vraiment le penser. C'est-à-dire me dire, non, mais moi, je représente une entreprise. Déjà, j'ai arrêté j'ai fait beaucoup plus attention à ce que je dis. J'ai accepté de faire des choses que, tu sais, par exemple, là, je vais donner une formation sur un truc que j'ai pas du tout envie de le faire, mais je vais le faire quand même parce que c'est pour une OBNL et je représente l'agence, tu vois. Et en fait, c'est un peu comme si, je reviens sur ce qu'on disait tantôt des fois, j'aimerais bien être employé. Ben, moi, des fois, je me mets dans mon mindset dans le rôle d'un employé dont les missions sont de faire un peu de vente. Ton rôle. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de la journée, je regarde est-ce que j'ai fait ce pourquoi normalement je suis payé. La réponse c'est oui. Est-ce que dans l'entreprise il y a eu des incendies? Peut-être. Mais moi, je rentre chez moi et je suis en paix parce que j'ai fait ma part. Et je fais pas ça tout le temps, mais quand je le fais, ça m'enlève du poids sur les épaules, en fait. De me dire, écoute, si lui, elle, a pas fait son travail, ça peut arriver. Tu sais, je veux dire, moi aussi, des fois, je fais pas mon travail. Si ça se reproduit, eh bien, normalement, il y a des gens pour prendre action. Puis si vraiment ça marche toujours pas, là, j'interviendrai. Mais d'ici là, qu'on se rende, tu sais quoi, moi, aujourd'hui, on m'a donné comme mission d'appeler ce client, de rédiger tel article, de faire telle publication, telle vidéo. C'est exactement ce que je vais faire et je ne vais rien prendre d'autre parce que de toute façon, sinon, j'aurais pas le temps de faire mon travail. Donc, je vais même pas regarder mes courriels. Si c'est vraiment urgent, on m'appellera et je rentre chez moi ce soir et je suis en paix. Et je pense que des fois, les dirigeants devraient aussi faire ça plutôt que d'être pendus à leur boîte courriel, à répondre à tout le monde, à tout contrôler, à regarder tous les courriels. Mais pourquoi t'as envoyé ça comme ça? Mais tu vas devenir fou, en fait, en faisant ça. Oui, puis c'est là qu'il faut que tu refasses des tris. C'est quoi les piliers? Qu'est-ce qui est les game changers de ce que tu as à faire? Tu sais, souvent, moi aussi, je me fais des listes interminables, puis c'est impossible d'arriver au bout de tout. Mais c'est décourageant à fond. J'aurais pour 2 semaines, mais ça n'a pas de sens. Puis des fois, je suis obligée je glisse des fois là-dedans, puis souvent, je le dis à mes clients, OK, stop, là. Qu'est-ce qui va faire une différence dans ta business? Ça fait une différence? Non, raye-le. Ça fait une différence? Non, raye-le. Ça fait une différence? Y a-t-il quelqu'un qui peut le faire? Donne-y. Qu'est-ce qui va faire une différence aujourd'hui? Parce qu'en tant que dirigeant, ta job, c'est de t'occuper de ta business puis de ton monde. C'est leur job de s'occuper des clients, de la productivité,
Ta job, c'est de nourrir la bête fait ce qu'elle a à faire. Et de bien déléguer, tu vois, truc tout bête. Je vais te donner un exemple très récent. Je reçois un courriel ou un chat hier de Mathieu qui me dit est-ce que il faudrait peut-être relancer Cynthia par rapport au balado pour savoir si elle vient, etc. Puis là, moi, direct, je lui dis tu peux pas le faire. Et là, il me répond oui, je m'en occupe. Puis je pense que maintenant, il a compris le message. Je ne relancerai aucun invité parce que c'est pas que c'est pas à moi de le faire, mais tu peux le faire. Donc non, je vais pas aller m'embêter à me rajouter ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de dirigeants ou de managers qui ont énormément de mal à avoir ce réflexe. C'est-à-dire que souvent, le conseil que je donnerais, c'est renvoie la balle, envoie la balle dans quelque part. Si la personne, elle est pas capable de le faire ou quoi, elle va te la renvoyer. Et là, si elle te la renvoie, bon bah là tu regarderas et tu diras ok, est-ce que je la renvoie Et finalement, moi c'est ce que je fais beaucoup. Je renvoie les balles. Et oui, c'est vrai que c'est pas aussi bien fait que si moi je le faisais parce que je suis tellement parfait en tant que dirigeant que. Mais on s'en fout parce que. Mais lui aussi il a à apprendre. Mais oui, et puis pas. Ça, je réponds pas au téléphone. Bah, c'est il attend de voir. T'sais, il laisse aller, il fait exprès, il répond pas volontairement. Voilà. Il sait qu'il y a quelque chose, il le laisse gérer. S'il rappelle d'une demi-heure, je vais répondre. Il a besoin d'aide. Il a fait autre chose, puis il a besoin d'aide pour vrai. Quelque chose qui est fait, mais qui est pas fait parfaitement, c'est toujours mieux que si elle n'est pas faite du tout. Et au bout d'un moment, je sais que c'est arrivé à Eugénie, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à des managers chez My Little Big Web, où on leur donne des choses, où ils s'engagent à faire des choses, ils ne les font pas. Et au bout d'un moment, ils passent pour des gens pas fiables et on leur dit mais pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'ai pas le temps. Alors pourquoi tu continues de t'engager à le faire? Parce qu'il y a que moi qui peux le faire. Ok, premier red flag. Parce que 9 fois sur 10 c'est faux. 9 fois sur 10 c'est faux. Oui, mais former la personne et contrôler la personne, ça va me prendre plus de temps que de le faire moi-même. Deuxième red flag. Non, c'est faux. Et si la personne, elle est convaincue de ça, malgré le fait que tu es, t'as plus d'expérience qu'elle en gestion, en délégation, et que tu lui expliques concrètement, et que malgré tout, elle est butée, troisième et dernier red flag. Mais ça marchera pas. À un moment donné, la personne, est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Puis je comprends que peut-être que tu le vois pas maintenant, et tu prends à lâcher prise et à tester. Exactement. Mais juste, essaie-le. C'est difficile. Après, tu verras, donne-toi la chance de, puis là, tu tombes dans de la gestion du changement. Tu sais, comme là, nous, dans notre cas, on est installé dans la dernière année, puis il est en phase 2 de 5-6, un nouveau système d'opération, entre autres, pour l'usine, tu sais, puis là, qui va grossir, là, on a de la gestion du changement énorme à faire, là, tu sais, du monde qui était le papier, là, tu vas le mettre dans le système, là, tu vas l'apprendre, tu sais, puis il y a de la résistance, mais essaie-le. Je le sais qu'au début, tu n'aimeras pas ça, tu seras pas bon, puis tu vas me dire que ça te prend plus de temps que de le faire papier. C'est d'une évidence. Je le sais. Mais sur le long terme, si on compte maintenant le temps de ton papier, puis on fait fois 12 mois, puis qu'on l'a maintenant, qu'on fait la pente, elle fait ça en 2 temps, puis après ça fait ça, on va arriver moins au bout de 12 mois. Fait que c'est vrai que ça prend une transition, mais après, t'es gagnant. La délégation, c'est la même chose. Sur le coup, ben oui, il fait de la chenoute, puis il est pas bon. Puis si la personne, elle émet une résistance, moi, l'un des conseils que j'aurais tendance à donner aux entrepreneurs, c'est de se séparer des gens. Si vraiment tu arrives au bout et que tu vois qu'il y a trop de résistance, il y a trop de remise en question de tes décisions et qu'à la fin, tu te sens même toi-même sclérosé à cause de ça, il faut tirer la plug parce que l'entreprise va pas pouvoir avancer dans la direction que toi tu veux, parce que à la fin c'est toi le dirigeant en fait, donc tu diriges et tu dis moi je veux aller là parce que j'ai un ensemble d'informations que toi t'as pas, qui sont par exemple les ambitions des uns et des autres, que moi je les connais, j'ai la vue d'ensemble, et que de ce fait je dois prendre une décision, on va dans cette direction si je veux garder mon équipage. Toi, j'essaie de te faire comprendre que faut que tu me laisses faire ma job, puis je te le dis, on va dans cette destination, on va dans cette direction. Non, tu veux pas, non, c'est pas si, non, je suis pas bon, ok, next. Et ça, c'est dur, encore une fois. Mais je pense que... Mais lui, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui aussi, ultimement, là. Il est peut-être pas bien ici, pas mal, il va se ramasser ailleurs, faire mon Dieu, je suis tellement mieux. Parfait. Mais c'est notre rôle aussi. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi parfois notre rôle de prendre ce genre de décision. Je parle pareil, au niveau des clients, c'est la même chose. Je veux dire, moi, j'ai plusieurs fois, je me suis retrouvé à arrêter des mandats ou à perdre des mandats parce que l'objectif de mon client et la stratégie qu'il veut mettre en place sont, selon mon expérience, incompatibles. Et de ce fait, j'essaye de lui expliquer 1 fois, 2 fois. Il y a des clients
C'est dingue. Il y a des clients, je te jure, des fois, on se parle. Donc, il y a 30 minutes, on se connaissait pas. Hein. La personne, tu sais, c'est vraiment de l'humain, hein, mine de rien, ce qu'on fait. La personne m'expose son truc. Je lui pose des questions, mais qui sont orientées, si tu veux. Pour, par exemple, avez-vous fait un cahier des charges? Non. Très bien. Avez-vous déjà fait du marketing web dans le passé pour savoir si tu as les épaules pour gérer le projet? Non. Très bien. Sur quels critères vous allez évaluer les agences? Je ne sais pas. Et cette personne, je vois au fur et à mesure de mes questions que, en gros, la première chose la seule chose qu'elle veut, c'est mettre fin à la conversation. Et je me dis, mais c'est dingue. C'est-à-dire que je comprends que ce soit pas agréable, la conversation qu'on a. Elle l'est pas non plus pour moi. Je suis en train de perdre une vente. Mais je suis en train de faire exactement ce que tu attends de moi. Je suis en train d'essayer de t'aider. Je suis en train d'essayer de te guider. Je suis en train d'essayer de te montrer les problèmes. Et en fait, toi, ce que tu retiens, c'est que je te démasque. Mais je m'en fous, moi, que tu sois un imposteur. Si tu me payes, je vais te former pour pas que tu sois. Tu sais, pour lui, je comprends à 100% ce que tu dis. Mais en même temps, moi, j'aurais cet entrepreneur-là devant moi puis qui me dirait, mon Dieu, je peux pas appeler des agences. Moi, je connais pas ça. Mais ton entreprise en a besoin. Puis ta job, c'est pas de connaître ça. Ta job, c'est de prendre soin de ta business puis de faire ce qu'il y a à faire. Bien sûr. Fait que oui, va te planter devant quelqu'un d'une agence, pose des questions puis, tu sais, fais le bain qui comprend pas. Que ça, je te dis, apprends-le. Mais ces clients-là. Poser des questions clés. Comment je devrais savoir que tu es la bonne agence pour moi? Comment je pourrais évaluer ton travail? Comment je vais savoir que c'est la bonne stratégie pour moi? Comment je peux, tu sais, savoir si le budget fait du sens? Mais c'est un comparatif. Parce que sinon, lui, il va s'empêcher de le faire en disant, mais je le sais pas. Ta job, c'est pas de savoir, là, c'est de faire de quoi que ça. Les clients qui nous posent ces questions-là ou les prospects, c'est nos meilleurs clients. C'est nos meilleurs clients. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'impression d'être challengé. On a l'impression d'avoir quelqu'un en face de nous qui a la tête bien faite, qui déjà est humble. Il s'intéresse, puis il essaie de comprendre. Et il est humble. C'est-à-dire que la personne admet que c'est pas son truc. Et elle pose des questions super pertinentes. Comment je peux savoir que vous êtes la meilleure agence? Pour moi, cette question-là, je la prendrai jamais mal. Et il a raison. Et en plus, ça veut dire que le gars ou la fille est suffisamment à l'aise pour me poser ces questions. Ça veut clairement dire qu'on va avoir une bonne relation transparente. Et donc, mais là où il y a un malaise, c'est quand effectivement on met la personne en face de ses failles et qu'elle se sent attaquée, elle se sent jugée. Et t'as beau lui dire attention, parce que tu le sens qu'il y a une tension qui s'installe. Je ne vous juge pas. Je suis juste en train de vous expliquer que peut-être, encore une fois, vous devriez revenir avec le cahier des charges. J'ai un exemple de cahier des charges à vous envoyer si vous voulez. Peut-être que vous devriez revenir avec une idée de budget aussi, parce que quand je vous demande votre budget, que vous me dites que vous savez pas, c'est que moi je vois deux options. Soit vous voulez pas me le dire, donc ok, mais je vais pas faire en fonction. Enfin, je vais pas. Si vous me dites que vous avez entre 20 et 40, je vais pas vous faire un truc à 40. Enfin, je sais très bien que si ça vaut pas 40, vous allez me comparer et celui qui aura été le plus fair va remporter le mandat. Donc je vais pas jouer à ça. Si par contre vous n'avez vraiment pas la connaissance du budget, ça veut dire que vous n'êtes pas la décisionnaire du tout sur ce projet et je vois pas comment vous pouvez faire une bonne job. Mais là tu dis ça, tu as une chance sur deux. Elle te rappelle jamais ou elle te dit ok j'en tiens, au moins qu'il me dit les vraies affaires. Ben ouais. Tu vois? Mais dans les deux cas, je pense que c'est une bonne nouvelle. Même si ça te rappelle pas, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'elle rappelle pas, tu sais. C'est peut-être une bonne nouvelle, ça revient. Et en même temps, peut-être que cette personne-là va se virer de bord, aller voir son boss puis dire parfait, il a bien raison, c'est quoi ma latitude? Qu'est-ce que j'ai le droit de trancher? Jusqu'à où je peux aller? On peut-tu mettre les barèmes? Puis après ça, elle revient, puis elle sait qu'elle peut jouer là-dedans, puis là, prends-les les décisions là-dedans. Mais c'est encore une fois du leadership dans le sens où j'ai souvent effectivement ces gens-là qui t'as plus l'impression qu'ils sont venus récolter des soumissions pour ensuite les mettre sur le bureau de leur boss sans se poser de questions, donc ils sont clairement dans une situation d'exécution. Le problème, c'est qu'ils vont ensuite avoir la gestion de cette agence. Ce qui veut dire que, selon moi, si t'es le boss et que tu vas confier à la personne, au directeur marketing, directrice des communications, peu importe, la relation avec l'agence, bah, je pense que cette personne doit pouvoir choisir son agence. Parce que si tu choisis l'agence parce que c'est la moins chère, parce que la brochure est plus jolie ou peu importe, même si tu as eu un bon feeling, en admettant que tu as pris le temps de leur parler, mais ça marche pas. C'est comme si moi, demain, je me mettais à dire à mes responsables d'équipe que j'allais choisir les gens avec qui ils vont travailler. Moi, je suis au courant des recrutements quand la personne fait son premier jour. Je fais « Ah parce que dans mon agenda, il y a écrit « Bienvenue Jérôme ». Donc, ok, Jérôme, c'est qui? Bah, c'est le nouveau programmeur web et tout. Ok, et là, je découvre. Et des fois, je vais parler à Jérôme. J'ai pas de Jérôme dans l'agence, mais et je vais me dire « Ah bah moi je l'aurais pas embauché lui. » Mais on s'en fout, tu vas pas travailler avec de toute façon. Non, c'est
c'est ça. Tu vois? Et puis la personne a peut-être vu quelque chose dans la conversation d'une heure qu'elle a eue que Clairement. tu ne vois pas encore. Tu sais. Et je lui fais confiance. Ouais. C'est pas ma job de recruter Jérôme parce que je n'ai pas les compétences pour. Et encore une fois, je pense que c'est extrêmement important de rappeler ça. Ben oui, puis ça revient au leadership. Quand la personne a délégué à sa personne en marketing ou tu sais, peu importe, donne-y des tâches claires. Puis tu sais, même moi, je fais de l'accompagnement, puis je le sais tout le temps, puis je le fais encore. Des fois, je dis à quelqu'un, peux-tu faire ça? Puis là, je vois qu'elle me revient avec, bon, je l'ai faite. Ah là là. Là, je fais, ah non, là, j'ai pas bien fait ma job. Je me dis pas, elle a pas bien fait sa job. Fait que là, je reprends la balle, je suis comme, OK, là, j'aimerais que tu le rappelles, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Voici ton terrain de jeu. Voici avec quoi faut que tu reviennes. Tu sais, faut que tu me reviennes avec une réponse. Faut qu'il se passe quelque chose. Fait que tranche où est-ce que ça va, selon ce que ton interlocuteur va te dire. Mais faut qu'il se passe quelque chose. Fait que là, je vais clarifier mes attentes puis je vais y redonner un pouvoir qui est probablement a des barèmes. Parce que c'est pas nécessairement carte blanche for free. Tu sais, probablement que moi, je veux un plafond quelque part. Tu sais, si on parle de budget ou quoi que ce soit. Mais je vais lui donner, c'est quoi ta latitude? On revient pas me voir, il y a 10, 12, il y a 10, 15, il y a 10, 14. Non, là, tu sais, je veux dire, si c'est entre 10 et 25, ça me va avec tel critère, tel critère, tel critère. Après ça, je veux dire, tranche, là. Je veux dire, moi, je veux que tu reviennes avec les soumissions, le pourquoi tu l'as pris, le ci, le ça, puis que ça compte dans le budget. On a fini à 22, tout le monde est content. Parfait. Exact. Je t'avais dit entre 10 et 25. On est correct. Fait que là, c'est ma job de mettre les barèmes, puis après ça, c'est à ma personne à prendre du lead, puis son pouvoir, puis d'aller le faire, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sujets là que tu voudrais qu'on discute, qu'on aborde avant qu'on se laisse? Ah, ben écoute, je pense qu'on a parlé de plein d'affaires. C'est sûr que c'est le genre de conversation qu'on pourrait parler des heures. Ça fait 2 heures là bientôt qu'on se parle. Ah oui, quand même. Ça passe vite, hein? Merci beaucoup. Mais oui, ça passe vite. Puis on enlève les horloges, on enlève pas de pas bon les horloges. Non, mais en tout cas, écoute, c'était hyper intéressant. Comme je t'ai dit, on a abordé plein de sujets. J'ai appris quand même pas mal de choses parce que j'ai parfaitement conscience que j'amène des fois les gens dans des zones où je vais me positionner un peu comme l'avocat du diable. Je vais parler d'expériences, mais qui sont même des fois passées. C'est-à-dire que c'est pas des problématiques que je rencontre là, c'est des problématiques que j'ai rencontrées ou c'est des problématiques que je pense que je pourrais rencontrer et je peux pas te laisser aller, mettons, dans une direction, par exemple, bon, bah voilà, s'il y a un problème avec la gestion du changement, bah t'expliques l'intérêt. Hein, ok, je peux pas juste me contenter de ça parce que je vais trouver le truc comme, ouais, mais et s'il veut pas changer, eh ben, dans ce cas-là, tu lui parles. Et s'il écoute pas, ben, dans ce cas-là, tu sais, moi, et je veux savoir jusqu'où on va. Et je trouve que tu t'en es quand même pas mal bien sorti dans mes merci. questions. Ben, pour moi non plus, il n'y a pas de questions tabou. Tu sais, des affaires, je sais pas, ça dépendrait de tellement de facteurs, mais oui, je suis capable de te dire que même si tout le monde me dit, moi, j'ai le train blanc, non, moi, je suis désolée de le mettre à la porte, ou non, je le garderai pour je sais pas quoi, tu sais. Non, c'est ça, c'est bien. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était super agréable. Ouais, merci. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce balado, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions ou si au contraire, il y a des sujets que vous auriez souhaité que j'aborde. Si vous avez un projet de marketing web, de conception de site web ou tout simplement entrepreneurial, c'est notre spécialité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de My Little Big Web directement. Il y a de fortes chances que ce soit moi qui décroche. Donc, au plaisir de vous parler.